Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui nous sommes deux, nous ne sommes que deux, mais j'ai un invité extraordinaire, exceptionnel qui a traversé l'Atlantique pour venir nous voir, nous la cellule. J'ai nommé Yann Kerian, Yann Kerian ou Yann Kerian Yann Kerian, tu connais bien, c'est Kerian. Yann a traversé l'Atlantique pour venir à la cellule nous présenter le monde américain tel qu'il l'a vu. Ça va la pêche ? Ah ouais, très bien, bonsoir tout le monde. Alors ça fait quoi de passer de l'autre côté du casque ? Alors ça fait très drôle de voir ta tête en personne, après avoir entendu ta voix pendant un bout de temps. Et puis en plus là tu vois, tu m'as rencontré, on vient de discuter tranquillement, et là tu découvres qu'en fait quand je suis en podcast, d'un coup je deviens quelqu'un d'autre, je deviens cet animateur bizarre qui parle différemment. Ça va te faire bizarre, non ? Tu as la posture du maître du jeu, clairement. C'est ça y est. Nous rentrons dans le vif du sujet. Alors d'abord, je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Yann ? Qui es-tu ? Alors, donc je m'appelle Yann, je suis un rôliste français. J'ai commencé il y a un bout de temps en jouant au collège, comme pas mal de monde. Ouais. J'ai roulé ma bosse sur la Normandie et Paris. J'ai participé à un moment avec un supplément multisim pour un truc RunQuest, pour HeroQuest à l'époque. D'accord. Et puis bon, ça c'était un bout de temps, puis j'ai toujours joué. Et Quand tu dis participer, t'étais testeur, j'ai écrit quelques trucs pour un manuel sur la ville de Pavis. D'accord, pour ceux qui font du RunQuest, c'était un moment où ils ont fait une nouvelle version de RunQuest. D'accord, ok. Moi je ne connais pas du tout RunQuest, donc je ne pourrais pas te rebondir là-dessus, mais donc tu as participé à des aventures rôlistes en francophonie. Ouais, ouais. Et puis il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé aux États-Unis, donc j'ai été un peu sur la côte est et puis maintenant sur la côte ouest. Donc ça fait un bout de temps que je suis en Californie. Pour des raisons professionnelles ou personnelles ? Ou familiales, un peu de tout. Ouais, donc je suis installé là-bas maintenant. Et donc au début, comme je suis un joueur, j'ai trouvé des gens qui jouent aux jeux de plateau, parce que c'est pas difficile de trouver des groupes de jeux de plateau. Et puis par contre, jeux de rôle, pas grand-chose, jusqu'à ce que je débarque dans une boîte là où je suis toujours. Et il y avait un groupe dans la boîte qui était des vieux de la vieille et qui faisait du donjon de temps en temps. Donc ni une ni deux, je me suis retrouvé à jouer au boulot dans un petit groupe. Genre une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, ils faisaient du donjon, ça marchait bien, c'était rigolo, on se défoulait bien. Donjon, c'était quelle version ? Donjon 4 à l'époque, donc moi j'avais... DD4 déjà, ouais. Ah oui, donc c'est récent en fait. Une dizaine d'années. Putain, Donjon 4. Ah oui, ça fait que 10 ans, oh là 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 là, mon Dieu, quand tu viens de me mettre un gros coup de vieux, quoi. J'ai l'impression que Donjon 4 c'était hier, tu vois. Ok, d'accord, ok, oui. Donc ça venait juste de sortir par contre. C'était, ouais, les suppléments sortaient encore. Il y avait encore des suppléments. D'accord, ok. Putain, c'est génial. Oui, puis en plus aux États-Unis, ça a dû sortir avant. Oui, c'est avant la traduction, donc c'était déjà là depuis quelques temps. Ah bah oui, bien sûr, ouais, d'accord, ok. D'accord, donc du donjon, ouais. Et ensuite, j'ai joué là, j'ai amené quelques jeux français aussi que je connaissais, donc j'ai fait tester des trucs à des gens. Et de fil en aiguille, j'ai écouté de plus en plus de ce qui sortait. Enfin, je me suis remis au goût du jour sur les jeux parce que j'avais pas trop suivi. Et une chose est arrivée aussi, c'est que comme j'étais un peu loin de la France, j'écoute des podcasts pour garder ça, quoi, pour garder le contact. Donc garder le français aussi. Garder le français, prendre des nouvelles, les trucs de radio, des choses comme ça. Donc parmi l'un d'entre eux, il y a un autre podcast dont nous ne parlerons pas, et un autre qui s'appelle La Cellule, qui devait être en train de commencer à ce moment-là, ou les quelques années après. D'accord, ok. Et c'est quoi l'autre dont on ne parlera pas ? Pourquoi tu veux pas en parler ? Je sais pas, c'est chez Schmitt d'en face, c'est les messieurs... Radio Rollis, bien voilà, sûr, bien sûr. De chez Cobalt d'en face, à l'époque on l'appelait. Mais maintenant c'est plus Cobalt qui s'en occupe. Hein. Il repasse de temps en temps, j'ai cru comprendre. Il fait des passages de temps en temps, mais c'est surtout comme Martin qu'on entend en animation. Et puis il y a plein d'invités, des gens comme Thomas B, Steve J, etc. qui se sont pas mal mis à l'indépendant eux aussi. Ouais, ça a changé pas mal, hein. Il y a pas mal de trucs intéressants, enfin de trucs différents en fait, c'est ça qui change. Tout à fait. Ils n'ont pas la même ligne éditoriale que nous. Eux, ils font beaucoup plus de chroniques, beaucoup plus de présentations de jeux, et donc ils vont dans les détails en fait de la présentation du livre. Ils font beaucoup de critiques du jeu et du manuel en lui-même et des règles en détail, mais ils font pas beaucoup de retours de partie. Voilà, ils font pas des analyses de parties, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la différence. Et puis il y a un côté chronique.
Alors que chez nous, c'est le bordel, les gens s'interrompent, tu vois, eux, ils sont très sages. Oui, on sent bien cette approche. Et à ce moment-là aussi, j'ai écouté les podcasts qui avaient déjà été enregistrés depuis un bout de temps d'un type qui s'appelait Shane Knitter, qui faisait Narrative Control. Ça, c'était en anglais. D'accord, ouais. Et donc, je ne sais pas trop d'où il était, ce type-là, mais il faisait un peu de choses en anglais. Il parlait un peu de jeux narratifs. Pas vrai. En fait, de contrôle de la narration. Son sujet, c'était comment est-ce qu'on fait gérer la narration entre les gens. Et donc, il avait toutes sortes d'expériences de jeux classiques et d'autres choses. Et puis, bon, c'était intéressant parce que c'était un peu différent. Alors, je vais dire un truc, Yann, tout de suite. C'est-à-dire que tu peux citer Radio Rolliste, il n'y a aucun problème. Mais tu ne dis pas jeu de rôle narrativiste. Sinon, ça ne va pas le faire. Moi, je te renvoie aux États-Unis. Alors, et la bonne chose, c'est que toutes ces notions sont plus trop utilisées maintenant, donc c'est bon. Je pense qu'on a passé une étape. Mais aux États-Unis, c'était encore quelque chose. Enfin, il y a encore quelque chose en fait. On parle pas de story game là-bas. Aussi, mais en fait, je veux dire, c'est que il y a une grosse différence entre les jeux où on essaye de faire de l'improv, de l'implantation de personnages, et ceux où on est dans du ludique, où on fait de la stratégie, des choses comme ça, du tactique, quoi. On sent bien qu'il y a toujours eu ces deux écoles, et bon, avant, elles n'étaient pas très distinctes, mais elles ont, à ce moment-là, elles commencent à être bien distinguées. Enfin, avoir des terminologies légèrement différentes. D'accord, ok. Il y a tu dirais qu'il y a une séparation des chemins entre deux types de joueurs, finalement, de type public. Pas de joueurs, en fait. Ça peut être les mêmes joueurs, c'est juste que les jeux avaient tendance à aller dans une direction ou une autre, sans forcément le dire clairement. Donc, t'avais des gens qui faisaient du narrativisme, de la narration partagée, ouais, avec des jeux classiques, en disant comment je fais ça avec ça. Question pratique. Là, tiens, j'ai envie que le maître du jeu, ça soit pas lui qui décrive toutes les actions à chaque fois. Comment on fait ça avec un jeu classique. Donc c'était plus de l'expérimental, je dirais. D'accord, ok. Et donc, je me suis rendu compte que ce type-là commençait une convention dans mon coin, en Californie, à Oakland, pour être précis. Et je me suis pointé en 2012 à la convention. Puis c'était sympa, il y avait une petite centaine de personnes. Et il y avait comme c'était des gens qui écoutaient son podcast, on s'est retrouvé avec pas mal d'indépendants. Rappelle son nom. Le nom du podcast et le nom de la personne. Donc c'était Narrative Control. Narrative Control. Et son nom, c'est Sean Knitter. Knitter, d'accord, ok. Tu me retransmettras ça par mail encore une fois. Mais oui, d'accord. Et la convention, c'est la fameuse Big Bad Con. C'est celle-là, c'est la première année. Et ça s'est super bien passé. Il y a eu vraiment une bonne émulation entre les gens. Et depuis, ça dure chaque année, donc ça s'est réitéré chaque fois. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à cette convention, j'ai trouvé des jeux que j'avais jamais entendu parler. On avait des trucs sortir d'on ne sait pas d'où. Par exemple, à un moment, il y avait du Fate. Moi, je connaissais pas trop Fate, mais là-bas, comme il y en a qui bossaient pour Evil Hat, qui est l'éditeur de Fate, il y avait pas mal. Le Fate était le système par défaut pour tout ce qui était improv. Donc, il y avait beaucoup de Fate. Et dans Fate, il y a du narration partagée avec des systèmes de tokens que tu passes pour faire une action, pour remercier un joueur de ce qu'il a fait. Enfin, il y a tout un système de récompense qui en fait encourage le fait de jouer, quoi. Et après, ça s'appelle l'improv. C'est marrant, on parle de roleplay en général ici en francophonie, c'est le roleplay. Alors, ce que je dirais, la petite différence que Fate a par rapport aux autres, c'est que les joueurs peuvent introduire des éléments dans l'histoire. Ouais. Ils ont un contrôle de la fiction. Leurs actions viennent à mettre des nouveaux éléments qui sont écrits sur une carte, comme au milieu de la table, et qui sont des éléments qu'on peut réutiliser pour une action plus tard. Et le maître du jeu peut aussi s'en servir. Et donc, c'est pour ça que c'est un jeu où tout le monde rajoute des choses en même temps et tout le monde peut les utiliser, piocher dedans pour décrire. Oui, en fait, la séparation dont tu voulais parler tout à l'heure, en t'écoutant, je commence à préciser le truc, c'est la séparation que nous, on dit du jeu de rôle classique, traditionnel, avec un meneur et éventuellement donc un meneur qui joue une adversité qui peut déclencher justement ce que tu disais, des éléments stratégiques, ludistes, etc., etc. Et puis finalement un autre jeu de rôle qui serait l'autre jeu de rôle qui fait exploser le maître de jeu. Il y a toujours un maître du jeu, bien sûr.
Mais c'est plus expérimental. Mais on se rend compte que justement, ce qui a changé, c'est que tout le monde a le droit d'intervenir un peu plus. Et les mécanismes sont là pour ça. Donc ça a changé un peu. C'était un exemple d'un jeu qui avait changé un peu la façon dont jouer. Et justement, il y a des gens qui n'aimaient pas Fate du tout parce que c'était trop libre. Trop n'importe quoi. Aujourd'hui, même à la cellule qui vraiment travaille ces questions depuis 10 ans maintenant, on parle toujours de jeux de rôle traditionnels et de jeux modernes. On n'a pas mieux trouvé, quoi, tu vois. Alors que toi, je vois bien, tu te tiques, ça te va pas du tout, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des jeux anciens qui étaient très très différents dans la façon dont on gérait ça. Mais on va dire qu'ils n'ont pas forcément fait école ou devenus des catégories à eux-mêmes. Non, mais je suis d'accord que cette distinction, elle est pourrie. Hein. Ça, c'est clair. Les termes sont pas bons, mais on sait pas comment en parler. À un moment donné, les gens faisaient la confusion. Ils disaient il y a les jeux traditionnels et les jeux indés. Mais alors là, c'est pire. Oui, parce que c'est encore plus flou. Oui, c'est encore. Donc du coup, on sait pas encore. On n'a pas encore vraiment trouvé. Et tu sais pourquoi? Mais je pense que c'est dans le fond. C'est ce qu'on dit souvent de la droite et de la gauche en France, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière d'être conservateur, il n'y a qu'une seule manière d'être de droite. En un sens, il n'y a qu'une seule manière de faire du jeu de rôle traditionnel, tu vois, c'est en respectant la tradition. Alors, je ne compare pas les gens qui font du jeu de rôle traditionnel et les gens de droite. D'ailleurs, j'adore faire du jeu de rôle traditionnel et je ne suis pas spécialement de droite, même pas du tout. Hein. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de faire du jeu de rôle traditionnel, mais il y a 100 manières de le faire exploser. Tu vois ce que je dirais? C'est pour ça qu'on a du mal à catégoriser. Et il y a une chose que... en France, on va dire que quand le jeu de rôle a commencé, tout le monde a joué dans son coin, s'est démerdé, a improvisé. Il y a les gars d'Oon qui ont découvert des choses en anglais, il y en a qui ont transmis. Chaque ville, chaque club avait des façons de jouer un peu différemment à différents jeux parce que ils ont dû improviser, ils ont dû se démerder avec les règles. Mais avec le temps, on est venu à quelque chose d'assez stable. J'ai l'impression que la même chose s'est passée, bien sûr, un peu partout, mais ça s'est cristallisé avec des jeux très tactiques, où le but c'est plus ou moins gagner, où on finit du donjon sur échiquier, du donjon sur battle map, où faut des figures. 5, ou même le DD4. Avant ça, il y avait eu déjà la même chose. Tu as des jeux dont le but est la baston. Et ce qui est important, c'est le calibre de son arme, la portée des trucs, c'est des machins. Le stuff. Ouais. Mais technique, en fait, c'est parce que des gens aiment bien le côté technique, en fait. C'est juste c'est ça qui les intéresse. Ça aurait pu être c'est la mécanique, en fait. Ouais. Certains parlent d'Améritrash aussi dans le monde du jeu de société. Ouais. On sent bien qu'il y a une tendance, il y a une claire tendance pour un truc comme ça, parce que c'est des fouloirs aussi. Il y a un côté vraiment jouissif à faire de l'optimisation. Ouais. Hein. Et on fait de l'optimisation contre le maître du jeu. Le maître du jeu nous renvoie dans la gueule. Donc il y a un certain plaisir à ça. Mais il y a aussi d'autres jeux qui, à l'époque, faisaient des choses un peu plus différemment, mais sans forcément que ça soit devenu, ça a été remarqué ou que ça fait école. Je pense que toi, tu es un amateur de vampires. Ouais. Vampire a vraiment montré un moment où on s'est dit ça se trouve ça serait cool que nos persos soient classe et qu'on fasse des belles histoires et qu'on mette des drames en fait, qu'on mette des dilemmes, des choses où ça va vraiment être, on va demander aux joueurs de s'investir. Complètement. Avant ça arrivait bien sûr, mais c'était pas formalisé partout dans toutes les règles, et il y a des jeux dans lesquels qui avaient formalisé ça un petit peu, mais Vampire est un moment où les gens se sont vraiment rendus compte que c'est une façon de jouer. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Je trouve que c'est Vampire qui ouvre en fait la voie, en tout cas dans mon histoire personnelle. Moi, j'ai constaté ça, que avant, effectivement, les gens poussaient des pions, et puis qu'à partir de Vampire, on s'est dit non, on peut créer vraiment du storytelling. C'est le terme qui avait inventé. Le storyteller, c'était le nom du système lui-même. Et oui, et alors en France, tu as raison de dire qu'il y a des jeux de rôle anciens qui sont modernes. En France, on a eu l'occasion, par exemple, de découvrir Miles Christie, qui est un jeu qui pourtant date. Il date des débuts 90. C'est ça. Et qui est extrêmement moderne, qui a rien à envier à des jeux de rôle qui auraient réfléchi longuement sur les théories de la narration partagée et compagnie. Donc tu vois, il y a plein. Enfin, je suis d'accord avec toi. Alors, ce que je voulais dire là, c'est que tous ces jeux existaient. Et comme aux États-Unis, le pays est grand, il y a des communautés qui se sont formées. Chaque ville jouait pas forcément au jeu de la même façon. Tu avais peut-être même dans les donjons, tout le monde ne jouait pas à donjons de la même façon. Il y avait plein d'écoles, plein de gens qui pas des chapelles, mais des clubs. Même sans parler de clubs, des tables en fait. Des tables qui jouaient différemment, des maîtres du jeu jouaient différemment, en disant non, moi je fais ça comme ça, moi je fais ma sauce, parce que donjon était extrêmement modulaire, donc les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Donc il y a eu beaucoup de façons de jouer
qui existaient, mais qui n'étaient pas connus parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de choses comme ça. On savait qu'on pouvait peut-être les rencontrer un jour par le hasard d'une convention ou d'un club, mais on ne savait pas forcément qu'elles existaient parce qu'elles existaient dans le cadre privé. Et donc là, on est en quelle année à peu près là? Tu parles des années 90-2000. Ouais, les 90, ouais. On va dire que là, c'était bien. On va dire avant la Forge, quoi. Oui, avant 2000. Avant 2000, ça existait de façon informelle. Est-ce que c'est la Forge qui fout pas la merde, en fait, aux États-Unis, d'après toi? Je sais pas si c'est la Forge, j'ai l'impression que c'est Internet qui fout la merde. Parce que s'il n'y avait pas eu Internet, la Forge n'aurait pas eu la portée qu'elle a eue. Donc c'est peut-être ça. Parce que Donjon lui-même, les jeux classiques ont un peu perdu du rythme à ce moment-là. Il y a des communautés, mais elles étaient relativement fermées. Et il n'y a pas beaucoup d'indépendants. Tout le monde fait des jeux, bien sûr, tu as plein de fans. Oui, tout le monde est indépendant en un sens, tu vois, c'est compliqué. Mais tu ne pouvais pas diffuser un jeu plus loin que ton club, ou ton lycée, ou ta ville, ou ton magasin. Là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont fait des expérimentations, il y avait des forums, et ça s'est peut-être ouvert un peu plus comme ça. Après, ça s'est clivé tout de suite. Mais ça, c'est un autre problème. À cause de certains trublions sur Internet qui veulent cliver aussi. Les États-Unis, en politique, je dirais aussi, c'est tout noir ou tout blanc. Les gens sont absolus. Ils sont très tranchés et ils n'aiment pas trop se mettre à la place des autres. Donc c'est très difficile d'avoir des conversations entre différents côtés, différents fossés. Il y a des gros fossés. En France, j'ai l'impression que ça jamais. Il y a une question. On aime bien discuter, on aime bien s'engueuler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de gens en France pour que. C'est compliqué. C'est compliqué. La sociologie française. On voit bien, on sent bien de toute façon le clivage, même au niveau politique aux États-Unis, on sent bien qu'il y a deux Amériques. Yep. C'est les commentaires qu'on fait très souvent ici, vu de France. On voit bien, il y a deux Amériques, celle de Trump et l'autre. Très diverses en fait, mais c'est pareil en France. Le problème, il y a toujours eu au moins, il y a pas plusieurs camps, mais des façons de voir différentes ou juste des régions différentes. C'est comme si on dirait le sud et le nord en France. Mais les États-Unis, c'est un pays monde. En fait. C'est gros, c'est tellement gros qu'on peut pas dire il y a une seule chose. En fait, il n'y a jamais qu'une seule chose. Mais à un moment, ils ont tendance à être moi et les autres. Donc, tu es dans une communauté ou tu n'es pas dedans. Et quand tu es dans la communauté, tous ceux qui sont pas partie de ta communauté, tu t'en fous. C'est la même chose. C'est l'autre bord. D'accord, ouais, je vois ce que tu dis. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai vu beaucoup de joueurs qui, soit en club, soit dans leur format, avaient une façon de jouer qui était j'aime bien ça et j'aime que ça. Ils vont adorer un système et ça va être que ça. Ils vont tester un autre truc, ils ont fait non, c'est pas pour moi, ou non, ils ont changé trop. Il y a un attachement en fait. Il y a un attachement qui est pas identitaire, mais c'est plus dur de faire essayer des trucs. Alors je dirais, c'est plutôt pour moi, c'est ce que tu appelles les rôlistes traditionnels. C'est ce que j'appelle pour moi des gens qui ont des préférences tout simplement. Ils ont trouvé ce qu'ils aiment et ils vont pas essayer autre chose. Alors nous, on les appelle pas des rôlistes traditionnels, on les dit des rôlistes routards. Des roros, on dit entre deux. C'est-à-dire des rôlistes qui ont une habitude de jeu et qui vont la développer au maximum et qui ne vont pas vouloir sortir de cette habitude de jeu. Très souvent, ce sont des rôlistes traditionnels. Mais Apocalypse World a un peu secoué en France, a vraiment secoué la table, là. A vraiment renversé la table de thé. Mais je suis d'accord, c'est à peu près à ce moment-là, je dirais que... Toi, tu parles de la Forge comme moi, point de changement. Moi, je dirais que ça a commencé les trucs, mais la portée n'est arrivée que peut-être 10 ans plus tard, quand il y a une multitude de jeux qui sont sortis, ou de façons de jeu qui sont apparues, et il y a une renaissance du jeu de rôle par une frange qui n'est pas du tout celle d'avant et qui des fois partage des joueurs qui font les deux. Il y a des fois on trouve des gens qui sont capables de jouer. Une renaissance aujourd'hui, tu veux dire, ouais. Là, en 2000, il y a 10 ans en fait 2019 ça. D'accord. Il y a 10 ans, en 2009, il commençait à y avoir une renaissance du jeu de rôle aux États-Unis. Ouais. Et je pense que c'était après le travail de la Forge. C'est juste que tout ça s'aimait.
Il y a eu des jeux qui sont sortis sont devenus des modèles. Tu vois, tu aimes bien Dogs in the Vineyard, tout ça, c'est des choses très intéressantes, mais qui restent pas très connues. En fait, ça n'a pas une portée autant que ça. Par contre, ça a fait des graines, et l'étape d'après, Apocalypse World, pour moi, c'est ce que j'ai vu arriver en convention. C'est à un moment, il y a un truc qui est arrivé qui a balayé tout. Et c'était Apocalypse World. Parce que tout le monde s'est retrouvé avec des versions imprimées, papier, des PDF, des trucs de brouillon du jeu, de la première version. Ils ont adoré et ils se sont dit, c'est super, je vais faire ma sauce. Et en fait, il y a eu des hacks. On a eu une année, on va dire peut-être, disons que sur 50% des jeux qui étaient joués étaient des hacks. Des hacks d'Apocalypse World. D'autres de plein de versions, plein de choses, mais Apocalypse World est devenu, tout d'un coup, c'est apparu du jour au lendemain, et il y avait quasiment tout le monde faisait... Avant, les gens expérimentaient avec Fate parce que c'était souple, et un an après, tout le monde expérimentait avec Apocalypse World parce que c'était extrêmement pointu, en fait. Ça faisait une chose exactement bien, et quand tu faisais ton système de règles pour un style de jeu, tu étais quasiment sûr d'avoir ce style de jeu comme effet. Alors, c'est un contexte intéressant parce que c'est le contexte de convention. En convention, tu n'as pas des mois pour jouer. Tu fais une partie et c'est tout. Tu as 2 à 4 heures maximum. Ouais. Donc, qu'est-ce qui marche sur un truc format si court ? Un jeu super condensé et super optimisé pour faire un effet. Et donc, ça s'est affiché à ce moment-là. C'était devenu un jeu très très bien pour ça, en fait. Très bien pour les conventions. Donc, en fait, je pense que ça a fleuri à ce moment-là parce que c'était bien adapté. Le médium était adapté au... Et je pense que les vieux rôlistes, ou ceux qui ont des familles, pas de temps, plus le temps de jouer, ils peuvent pas faire des campagnes pendant des mois et tout ça. Tu te qualifierais vieux rôliste Oui, moi je suis un vieux rôliste. D'accord, très bien. Mais par contre, ça a permis de donner la flexibilité du jeu en one-shot, du jeu en campagne, du game on demand, c'est ce qu'ils font aussi en convention. C'est tu démarques, tu prends un jeu, tu joues. Si tu veux, tu peux avoir l'expérience complète d'un univers en 3 heures. Tu vas commencer avec ton perso, tu vas finir les 3 heures, tu auras pris tes 5 points d'expérience, tu auras fini ton perso, tu peux être mort, c'est pas grave, tu te seras éclaté. Oui, je comprends. Et c'est une expérience condensée qui est plus proche de celle du cinéma, dans le sens où quand t'as fini, t'as fini. T'es pas obligé de continuer. C'est vrai. C'est un pur one-shot. C'est un pur one-shot. Et c'est ce que j'ai remarqué à ce moment-là. C'est que pour moi, c'est ce qui a fait la différence. C'est qu'il y avait enfin un jeu qui était adapté à faire des choses courtes. Et donc, du coup, étant joué en convention, il était beaucoup plus accessible à un public divers. Et donc, il a réuni beaucoup plus... Ouais, et aussi... Moi, je trouve aussi qu'il y a un avantage à Apocalypse World, c'est qu'en tant que rôliste routard, en tant que rôliste traditionnel, Apocalypse World conserve en fait une forme traditionnelle. Avec un maître de cérémonie, avec... t'inquiète, c'est pas grave. Avec donc des questions qui sont posées pour justement susciter l'interrogation de ces joueurs. Il donne des techniques. Donc, il satisfait parfaitement le joueur traditionnel, et il satisfait aussi l'amateur de jeux indé, dans la mesure où il est justement le fruit de la réflexion de Vincent Baker. Alors, n'oublie pas Meg, la femme de Vincent, ouais, qui, ceci dit, a mis plein de règles dans Apocalypse World. Elle a fait tout le système de relations, tout le système de... comment ça s'appelle les sex moves. Tout ça vient de choses qu'elle a fait. Baker. À cause de son travail, elle a fait, tiens, on va mettre quelque chose pour mettre ça défini bien proprement, défini dans les règles, pour que si cette situation arrive et que les joueurs ne soient pas à l'aise avec une question de sexualité, il y a une façon de régler simplement qui est définie là. Et s'en servait comme si c'était ce truc éducatif, simplement. Parce que ces jeux-là, ils ont fait jouer leurs gamins d'abord. Apocalypse World à des enfants, j'ai du mal à y croire. Des potes, tout le monde, hein, c'est un peu comme ça. Donc je sais qu'on imagine les créateurs comme très dans leur sphère, dans l'absolu et tout, mais je pense que c'est un peu comme ici. Ils jouent d'abord pour leur groupe, leur pote, et après, si on leur dit c'est cool, tu devrais le publier, ils vont le faire. Oui, non, mais bien sûr. Tiens, ça me permet de ce que tu dis là, ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit précédemment.
Par rapport au clivage, à la création des clivages. Par exemple, nous en France, à la cellule, on a participé à la création ex nihilo de clivages qui n'existaient pas. En inventant en fait déjà une espèce de forge idéale, donc ce qu'on appelle les forgiens, tu vois, alors qu'en fait on sait très bien que les gens qui ont participé à la forge sont une multitude, ils sont très divers, variés, je veux dire entre un Ron Edwards et un Ben Lehman ou en passant par Vincent Baker, il y a énormément de différences, tu vois, entre eux, etc. Donc ça on le savait bien, mais on avait besoin à un moment donné d'opérer, de créer un clivage pour réveiller, pour bouger les lignes en fait et faire comme s'il y avait on avait besoin d'un héritage rôliste, on avait besoin d'une grammaire rôliste, on avait besoin d'un vocabulaire rôliste, on avait besoin d'articles théoriques. On avait besoin un peu comme tu vois, quand on fait de la science. Des matériaux pour se baser dessus, pour citer, pour avoir quelque chose à se poser dessus. Pour donner l'impression qu'il y a des auteurs qui sont importants, qu'il y a des jeux qui sont importants, qu'il y a en fait une histoire du jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire, etc. Et j'avoue, je reconnais, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, que on a un peu créé ça nous-mêmes, tu vois. C'était un peu dans notre tête, ça, c'était un peu un fantasme de la cellule, tu vois. Mais je pense que ça a servi à faire bouger les lignes en France et à faire évoluer les choses. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû entendre parler de ça, mais que à cause de la cellule, tout simplement. En France, tu veux dire ? En France. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de relais, ou alors c'était vraiment des exégèses ou des individus connus. Mais ça, vous avez peut-être participé à démocratiser cette approche ? J'en suis certain. Alors, il faut citer bien sûr Christophe Buckley avant la cellule, qui est donc l'administrateur de Silent Drift, qui discute avec Ron Edwards de ce qu'ils sont en train de faire sur The Forge et qui décide de créer un The Forge français, enfin francophone, puisqu'il est suisse, qui s'appelle Silent Drift. Donc c'est d'abord sur Silent Drift que moi personnellement je me suis formé, que Frédéric Sintès auprès de Christophe Buckley s'est formé, que Fabien Hilwein ensuite s'est formé auprès de moi-même, Frédéric et Christophe. Donc tu vois, c'est marrant, la cellule est née, ça y est. Alors c'est une histoire de mentor là, on a l'impression de voir le Dark Vador et son maître. Mais et un autre maître avant, et c'est une... Complètement. C'est-à-dire que Christophe apprend auprès de Ron Edwards comment animer un forum qui ressemble à la Forge. Ça c'est clair et net. Enfin, je veux dire, ils ont communiqué ensemble, il y a eu des échanges, etc. Ils ont discuté même au début. Christophe voulait garder la rubrique théorique. Il lui a dit, tu vas voir, ça va être la merde. Faut vraiment que tu te sens sur les rapports de partie, etc. Et il y a vraiment une transmission là. Il y a une méthodologie. On la sent bien. Les rapports de partie, les choses comme ça. Exactement, ça c'est un héritage de la Forge. Mais ce qui est rigolo avec la Forge, c'est que au moment où vous en parlez, le forum est déjà arrêté. Donc c'est devenu une sorte de forum gravé dans le marbre qui ne bouge pas, dans lequel on peut pas tout le monde fait des interprétations, mais on peut pas commenter dessus. Exactement. Et donc ça fait une drôle de source de matériaux parce qu'il est figé. Alors justement, toi qui viens des États-Unis, c'était une des questions que j'avais envie de te poser, c'est quand t'entends la cellule parler de la Forge, toi qui fréquentes en fait les Américains qui ont vraiment, tu vois, participé à la Forge, tu te dis mais moi je me dis que tu dois te dire mais ils sont sur un petit nuage, ils ont fumé quoi? Alors ça doit être... on va dire que si les alors j'ai croisé les Bakers, ils sont venus à une convention il y a pas longtemps, on a vu quelques autres personnes à gauche à droite, Big Bad Con, donc qui est la convention à laquelle tu as participé en tant que bénévole quasiment depuis le début et à laquelle tu participes encore. Voilà. Et je t'en parlerai après en détail, mais juste pour leur point de vue, je pense qu'eux, ils ont tourné la page depuis longtemps. Tout ça, c'était au début de l'Internet, t'avais IRC, ils savent même pas que ce sont des stars en France, tu vois, ils savent même pas. Non, de temps en temps, il y a un type qui débarque de nulle part, dit « Oh, j'aimerais bien réimprimer votre jeu Dogs in a Vineyard », et je fais... Ouais. Bah écoute, moi j'ai pas trop envie de réadapter, mais vas-y, fais ce que tu veux, c'est bon. Ils sont cool en fait, ils ont passé à autre chose depuis longtemps. Eux, ils jouent en fait. Ils théorisent pas, ils jouent. Ils continuent à jouer. Bon, nous aussi on joue. On aime bien se prendre la tête en France, donc c'est peut-être un petit peu notre particularité. Il a traversé l'océan pour venir me dire ça. Alors attends. Dans ta maison, en face de toi. C'est clair. Il ose. Non, mais en fait, c'est pourquoi je te reprends un peu là-dessus, c'est parce que souvent on dit la cellule branle du manche, c'est de la branlette intellectuelle, etc. On est des putains de gros joueurs. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français
qui ait autant joué, par exemple, que des gens comme Flavie, Fabien ou moi, à des jeux aussi différents. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, avant de théoriser, on est d'abord des gros joueurs. Après, moi, à titre personnel, je suis pas du tout un historien du jeu de rôle. Je me fais souvent reprendre là-dessus. Et par contre, je suis un putain de gros joueur. Je ne te laisserai pas dire que je suis simplement un théoricien. Donc voilà, et je prends beaucoup de plaisir à jouer à tout type de jeux, même les plus tradis et compagnie. Mais donc oui, mais je comprends que ça donne derrière le casque l'impression qu'on fait de la théorie pour la théorie. Ouais, ouais, un petit peu. Mais bon, c'est vachement rigolo à écouter parce que ça force les gens à se poser des questions, ou ça a dû aussi... il y a plein de gens qui ont des vocations à cause de la cellule, j'ai l'impression. Tu as plein de gens maintenant que tu croises qui auraient joué, qui maintenant s'intéressent de façon un peu plus théorique à ce qu'ils font. Je reçois des mails quasiment chaque semaine de personnes qui me disent soit la cellule m'a remise au jeu de rôle, soit depuis que j'écoute la cellule, ça me donne envie de faire du jeu de rôle, ou alors ça me donne envie de créer des jeux, ça me donne envie de moi-même devenir auteur. Il y a un truc, en France, il y a ça. À l'étranger, je crois que c'est pareil, c'est qu'il y a des gens qui avaient arrêté de faire le jeu de rôle, c'était un truc qu'ils ont fait à un moment et qu'ils ont arrêté parce que c'était plus de leur âge, ou difficulté de trouver des groupes, ou de temps, choses comme ça, ou famille, ou alors peut-être qu'ils sont grands maintenant et leurs enfants sont grands, donc ils ont du temps à nouveau, mais j'ai l'impression que l'offre des jeux a changé, et maintenant il y a beaucoup plus d'options pour jouer à des formats plus rapides. Ah, tout à fait. Il y a eu les thématiques aussi se sont beaucoup ouvertes. Ouais. C'est moins des thématiques geeks aujourd'hui, tu vois. C'est plus des thématiques. Il y en a encore, mais il y a plein d'autres choses. Ouais. Il y a des trucs plus modernes, des trucs plus métaphysiques, des trucs plus moins terre à terre. Mais il y a toujours des gens qui font du donjon. Clairement. Et il y a plein de gens qui ont commencé Donjon 5 comme leur premier jeu de rôle parce qu'ils avaient autrefois ils avaient entendu ça, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Et c'est devenu à la mode. Il y a peut-être 3-4 ans, quand Donjon 5 est sorti, quand Stranger Things, le film sur Netflix, a refait sortir ça, les gens, j'ai des collègues qui ont dit « mais j'ai jamais joué, j'achète les bouquins maintenant ». What? Ok, vas-y, tu commences maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait autant... Alors c'est pour ça que maintenant... on parle beaucoup des actual play aussi en France. Les gens qui se filment en train de... comme des gens comme Vin Diesel. Oui. Bah, ça, c'est Internet, ouais. Made D&D with Porn Stars, je crois. Il y a eu des trucs comme ça. Il y a plein de podcasts d'acteurs professionnels ou de doubleurs de son professionnels ou comment ça s'appelle, pas du Steam mais du stream et des stream, ouais. donc il y a beaucoup plus maintenant de gens qui publient ce qu'ils font parce que ça les fait marrer de le faire, et éventuellement il peut avoir un revenu à un moment si ça atteint une certaine masse, il y a des revenus. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça s'est démocratisé, et il y a des gens qui ont l'air de montrer que c'est cool maintenant. En fait, une des raisons aussi de ça, on a eu l'occasion un petit peu de l'aborder à la fin de la dernière saison, c'est qu'il y a un problème de transmission des règles du jeu de rôle, même traditionnel. Et je pense que Internet et les moyens de communication qui vont avec, c'est-à-dire les caméras, la démocratisation plus exactement des moyens de production de l'audiovisuel, a fait que les gens ont pu se filmer en train de jouer, ont pu s'enregistrer. Les releases sont sortis de leur cave, ou alors on a mis une caméra dans la cave. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Et quand les gens voient le machin, ils se disent mais c'est des adultes. Mais c'est des adultes qui ont du succès, qui sont des célébrités et tout ça. Et quand ils ont rien, et quand ils sont pas en train de bosser, Vin Diesel il fait du Donjon et Dragon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est cool. Et donc du coup, la notoriété fait que maintenant c'est plus autant geek qu'avant. Et voilà. Et tu vois, pareil, avant l'actual play, pour revenir à cette histoire de clivage, tu dis oui, on avait, en fait, j'ai envie de dire, on avait besoin d'auteurs, on avait besoin de figures, on avait besoin de sérieux. Quand on arrivait sur les forums pour dire on va faire un jeu qui parle de relations amoureuses, on va faire un jeu qui parle de métaphysique, on va faire un jeu qui parle d'œuvres d'art, on se faisait lyncher sur Casuceno, on se faisait lyncher sur Antonio Bay. Il y a des engueulades mémorables avec des auteurs très célèbres aujourd'hui. On se faisait défoncer. Donc en fait, on avait besoin d'auteurs de référence pour avoir quoi ? De la légitimité, tout simplement. On était en recherche de légitimité. Il y en a qui allaient chercher à l'université. Nous, on a été chercher aux États-Unis à travers The Forge. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé ça. Je comprends bien. Il y a une chose qui est rigolote, par contre, que j'ai vue sur les forums, et les choses comme ça, c'est que maintenant, on voit des gens qui commencent à jouer jeune génération ou premiers joueurs de jeux de rôle, qui arrivent avec
une attente incroyable. Ils ont une pression de ouf parce que ils ont jamais joué tout seuls. Ils ont pris les règles, ils ont alors j'ai vu que c'est sympa, je crois qu'il faut faire comme ça. Et c'est la génération YouTube, donc ils sont habitués à aller chercher sur Internet un exemple de comment il faut faire. Mais par contre, ils vont le prendre comme argent comptant, comme quelque chose qu'il faut absolument faire. Donc quand ils arrivent sur des forums ou autres à demander, alors je vais commencer mon premier donjon. Alors oui, j'ai un problème, j'arrive pas à imprimer tout le plateau et les machins et le truc et tout peindre, il y a trop de machins à faire. Et on a dit, mais écoute, non, tu as pas compris le principe. Le principe, c'est un bout de papier, une soirée, des potes. Ouais. Le reste, ça viendra plus tard. Ouais. Ce que tu regardes sur YouTube, c'est des gens que ça fait 40 ans qui font ça. Ce que tu vois, c'est leur collection. Ils ont mis toute leur vie là-dedans. Donc, non. Ou alors, c'est un acteur professionnel qui fait des voix. Si que toi, tu puisses pas faire des voix alors que c'est la première fois que tu fais mettre du jeu, c'est normal. C'est normal. T'inquiète pas, ça viendra ou ça viendra pas. C'est pas grave. Fais ta sauce. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens qui arrivent maintenant, ils arrivent avec une sorte d'attente ou une sorte de niveau la barre est très très haute en fait. Alors juste, je reviens sur ma question. Est-ce que depuis ton point de vue, ce qu'on a raconté sur ce forge, comment on a monté tout ça, la mayonnaise, tu vois, ça te paraît complètement délirant ou mon avis, c'est une sorte c'est pas de la vénération, mais c'est du grand respect quoi. Vous avez traité tout ce qui s'est passé par le forge comme une sorte de temps béni où tout a été essayé, tout a été... Des précurseurs. On les a pris comme... On prend l'Oulipo, les artistes français, tu vois, contemporains, comme une école. Souvent, les gens comparent... La nouvelle école. La nouvelle vague. La nouvelle vague, la chose nouvelle comme ça. vague, exactement. C'est ça, Yann. C'est vraiment ça. Mais c'est aussi... Et c'est là que c'est là que c'est pas... Parce que je dis, on a construit tout ça. C'est vrai qu'on l'a construit à travers les podcasts et tout. Mais c'est aussi un ressenti qu'on avait. On l'a pas construit de nulle part. On l'a pas. Non, c'était du respect. C'était vraiment La première fois que je joue à Breaking the Ice avec Christophe Buckley, la première fois que je joue, pire encore, à Dogs in the Vineyard, je prends la claque de ma vie. Et en fait, c'est ce qui va me donner envie de faire du podcast. Je vais me dire, et les rôlistes ne connaissent pas ça. C'est-à-dire, en fait, j'avais la sensation, je me disais, mais putain, mais on est à l'âge de pierre dans le monde du jeu de rôle. Quand je vois le truc. Donc je me prends une telle claque que effectivement, je me rends compte maintenant avec le recul, t'as raison Yann de dire ça, j'ai une admiration sans borne pour... Moi, c'est notamment pour Ben Lehman et Polaris, mais c'est vrai pour Vincent Baker aussi, et du coup Meggy Baker aussi. Enfin bref. Je peux pas te dire ce qu'on a ressenti à ce moment-là, mais en tout cas, ça nous a poussé à faire 10 saisons de putain de podcast. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous avez fait et de la portée et tout ça Ben Lehman, donc Pietschli, oui. Je le sais parce qu'il a acheté certains des jeux français. Il a acheté le Val, par exemple. Ce qui est une preuve qu'il est un peu au courant de ce qui se passe ici, parce que sinon, il n'aurait pas acheté le Val. C'est toi qui le lui as demandé? Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais c'est curieux parce qu'il y a entre les pays, on ne sait pas trop ce qui se passe forcément. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aux États-Unis qui viennent lire les forums en France ou qui écoutent en français. Donc, je suis curieux de savoir comment ils sont au courant des effets qu'ils ont eus, quoi, des conseils. Je sais que Ron Edwards, en tout cas, n'a pas eu beaucoup de communication avec Christophe Buckley après. Donc, il y a eu l'événement Silent Drift. Silent Drift a fermé et après Christophe Buckley a sorti un jeu qui s'appelle Les Petites Choses Oubliées avec Sylvie Guillaume. D'ailleurs, il faudrait dire Christophe Buckley-Guillaume ou Guillaume Buckley parce qu'ils sont mariés maintenant, Sylvie et Christophe. Là aussi, un couple qui fait des jeux, hein, mais je pourrais te parler de Sens aussi et de comment Flavie a joué un grand rôle dans Sens aussi. Hein. Je pense que tous les auteurs ont toujours à côté d'eux des amis, un couple, quelque chose qui soutient. Hein, mais on a besoin de ces figures d'auteurs aussi parce qu'on hérite d'une certaine vision de l'histoire des grands hommes, etc., ou des grandes femmes, des grands personnages, on va dire. Et donc, du coup, on a besoin de référents comme ça. Bref, je ferme cette parenthèse, mais en tout cas, je sais qu'après la fermeture de Silent Drift, Christophe a demandé de l'aide à Ron Edwards, de l'aide aux États-Unis, c'est-à-dire pour faire la promotion concrètement des jeux francophones aux States, et notamment du coup du sien à Christophe et à Sylvie. Et Ron Edwards ne l'a pas aidé, quoi. C'est pas facile. Il faut être. S'il n'est pas éditeur non plus, Alors je pense que
d'après ce que Christophe disait, je pense que c'est parce qu'il avait tourné la page aussi, qu'il était sur autre chose, que voilà, on sent, en tout cas, on a bien senti que les États-Unis ne répondaient plus, tu vois, la Lune ne répond plus, tu vois, il y avait un côté, il n'y a plus de ping, ça ne passe plus. Là, on est pas mal d'années plus tard. Ce qui est marrant, c'est que c'est vivace partout. En fait, en France, si on voit plein de jeux qui sortent, des gens qui essayent des choses, des formats beaucoup plus petits. Tu sais, l'auto-édition, tout ça, ça a changé beaucoup de choses. Aux États-Unis, on voit aussi beaucoup de gens qui avant faisaient des choses dans leur coin et qui publient peut-être en fanzine ou qui allaient faire ça. Mais de plus en plus, ils se prennent à essayer de publier ça en jeu, quoi. Il y a beaucoup de... en convention à celle-là, mais à d'autres, il y a plein de gens qui arrivent avec leur démo, leur playtest. Et je dirais que c'est très vivace encore. Il y a les mastodontes qui sont les gros éditeurs qui vont toujours faire leur gamme et tu sais que ça se passe comme ça. Mais tu vas trouver une énorme quantité de gens qui vont faire leurs propres choses de leur côté. Et quelques éditeurs qui sont très contents d'avoir une source comme ça d'innovation qui vont tout simplement aider à publier et diffuser. Et sur lesquels ils vont construire, s'inspirer, parfois des auteurs qui vont pouvoir acheter, licencier et devenir membre de leur projet aussi. Il y a l'impression qu'il y a... Ça se passe comme ça en France, exactement. Hein. Là, franchement, tout ce que tu décris aux États-Unis, je pourrais te dire la même chose de la France à peu près. Et je pourrais te dire que c'est même... encouragé, créé, maintenu par aussi le net. On disait tout à l'heure, le net a créé les grands clivages. Le net a créé un peu les grandes... Enfin, tu vois, a mis en exergue, voilà, certaines écoles de pensée. Mais le net a aussi fait que chacun a pu forger sa propre école de pensée, devenir auteur, etc., etc. Et c'est ce qui fait, en fait, la vie en fait, de ce milieu. Et puis en même temps, j'ai envie de... Parce qu'on dit souvent, du coup, que l'âge d'or du jeu de rôle, c'est maintenant. Moi, je sais pas quel est le meilleur moment, et ça a toujours été bien. Oui. moi, j'ai commencé dans les années 80, on s'est éclaté comme des fous et on n'avait pas grand-chose. Hein. J'aime cette vision des choses. Moi, j'ai joué dans les années 90, on avait des trucs incroyables. J'aimerais bien jouer encore, mais je sais que c'est juste trop lourd, quoi. Ça va plus passer. Alors, je voulais juste modérer ce truc il y a plein de créateurs partout. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs, de créateurs qui peuvent se rémunérer leur travail et voir aussi comment l'industrie se développe? Parce que une chose est de dire, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de choses qui se font. Une autre est de dire, je dirais pas que les créateurs roulent sur l'or, mais aux États-Unis, ça se passe comment? Alors, il y a plus de marchés. Marché plus grand. Je crois qu'il y a 10 fois plus d'habitants. Non, c'est 200 000. 6 fois. Non, j'ai pas le. Il y a 60 millions de Français, tu vois, quelque chose comme ça. On est peut-être un peu plus maintenant, mais attends, vous êtes 250 millions, un truc comme ça, non? Attends, je sais pas. Attends, on va vérifier les chiffres. Combien il y a d'habitants aux États-Unis? En fait, c'est même pire que ça. Parce qu'il faudrait compter les pays anglophones. Alors, le Canada joue avec les mêmes jeux que les Américains et les Anglais récupèrent une bonne partie de ce qui se fait aux États-Unis. Donc, et tu rajoutes l'Australie éventuellement, mais on va dire. Super débouché, quoi. Prenons un chiffre au hasard, disons 10 fois plus. Ouais, beaucoup plus que ça, à mon avis. Bon. Ça veut dire qu'un jeu peut potentiellement. Un petit jeu peut quand même marcher parce qu'il suffit de trouver assez de personnes. Un gros jeu va marcher énormément. C'est-à-dire qu'un éditeur de jeux de rôle qui fait un carton aux États-Unis, il s'en sort très bien. Bah oui. C'est pas en France, non, ça va se limiter. Et donc, c'est quoi un best-seller? Excuse-moi, est-ce que tu sais à peu près ce que c'est un best-seller aux États-Unis? Non, j'ai pas de chiffres. C'est dommage. Je peux demander pour une prochaine fois. Tu vois, c'est marrant parce que nous non plus, en fait. Nous, tu vois, on dit souvent 500. Combien de réimpressions, combien de fois ils réimpriment, etc. Et certains éditeurs viennent nous corriger, même dans nos micros, en nous disant non, mais vous rigolez ou quoi? On tire à 1000, on peut vendre jusqu'à 3000 exemplaires d'une base de Cthulhu, de ceci, de cela. Enfin, il y a plein d'éditeurs qui viennent toujours nous corriger sur les chiffres qu'on a. Mais si on fait les moyennes des jeux indés, les plus gros jeux indés, à savoir aujourd'hui Prosopopée, Sens. J'en oublie un. Je te parle des indés français. Hein.
ça doit être, on tourne autour de 700, 800. Ouais. Et c'est considéré comme un grand succès. Un très grand succès. Nous, en tout cas dans l'indépendance, on est les meilleurs avec ces chiffres-là. Et après, derrière, si tu prends des jeux avec des thématiques plus restreintes, justement comme les petites choses oubliées, on est sur des centaines, 120, 130 exemplaires vendus. Mais tu mets ça de façon relative en nombre de tables. Ça veut dire que tu as une centaine de villes qui ont... Il y a une centaine de villes dans lesquelles il y a quelqu'un qui a le bouquin et qui est capable de faire jouer des gens dans son cercle ou dans son club ou dans son... Ouais. C'est bien, une centaine de villes en France, c'est bien. Alors, j'ai les chiffres là, il y a 327 millions. 327 millions. Nous, on est à 60 000, donc on est à 6 fois plus. Ouais, un peu plus, 6 fois plus. Ouais. Alors ça, mais tu rajoutes le Canada. Le Canada, il n'y a pas tant de monde que ça. Attends, il y a du rôliste au Canada. Hein. C'est une grosse nation de jeu. C'est comme la Belgique, par exemple. Nous, on devrait compter la Belgique aussi et la Suisse. Ce sont des grosses nations de jeux pour les francophones. C'est vrai. Moi, j'ai exporté énormément de jeux en Belgique. Puis au Canada, tu as exporté aussi ou... Un petit peu moins. Mais j'en ai exporté beaucoup également. Parce que mes frais de port sont très bas. Parce que pour le Canada, mes frais de port, je les fais au même tarif que le français. Donc, il n'y a pas de différence pour eux. Mais je prends énormément sur ma marge parce que j'adore envoyer au Canada. J'avoue, c'est super cool de se dire mon jeu a traversé les États-Unis, il s'est rapproché de Vincent Becker dans les Wars, oui. Et donc de Yann maintenant, oui, très bien. Il se rapproche de. Donc c'est trop cool quoi. Quand j'envoie. Mais voilà, c'est le plaisir. Toujours est-il qu'effectivement, le marché n'est pas le même, les débouchés ne sont pas les mêmes, et donc les il y a des grosses villes, il y a des clubs un peu partout, il y a un petit peu plus de rôlistes, j'ai l'impression, même si D&D reste la majorité. D&D et Pathfinder restent quand même les deux tiers, mais en fait, il y a tout le reste qui continue à exister et qui perdure et qui tient et qui vivace, quoi. Et on a plein de nouveaux sons, parce que là, on voit les générations, les enfants qui arrivent, on voit des jeunes qui ont marre des ordis, qui veulent faire du... Enfin, le jeu de rôle, c'est différent, c'est social. C'est social. Ordis, là. Non, mais le jeu de rôle, c'est social. Montre-les-moi, quoi. Je veux les rencontrer. Mais c'est les gens qui ont fait les jeux de plateau. C'est les gens c'est beaucoup plus démocratisé maintenant. D'accord, ok, ouais. Très bien. Donc aux États-Unis, gros marché, en plus avec une nouvelle génération, tu dis. Donc en fait, des débouchés, des auteurs qui en vivent finalement. Ouais. Alors par contre, les gens qui vont être indépendants, qui font un petit jeu, ce qui va marcher, c'est qu'il y a une grosse communauté en ligne, Twitter. Où il y avait Google+, et choses comme ça, et ils n'hésitent pas à utiliser un Kickstarter pour vendre. Ce qui fait que quand ils disent voilà, moi j'aimerais bien si j'ai un jeu, il est pré-imprimé, combien de copies ils en voulaient, il lance son Kickstarter, il a quelques centaines de personnes, c'est bon, parti, ouais. C'est fait. Et donc quelque part il prend aucun risque. Il prend moins de risques, prend un peu moins de risques. Il prévend en fait ses jeux, il imprime pas en se disant je vais en vendre à la louche 300 donc j'en imprime 400. Voilà, là, il est sûr d'en vendre autant qu'il en imprime. Et on voit pas mal de Kickstarter, même par des éditeurs, pour des petits projets. Et c'est pas des gros projets, hein. C'est pas les trucs qu'on a vus qui montaient à des millions. Non, c'est 10 000 pour quelque chose. Et puis si ça marche, c'est bon, on les imprime et c'est fait. Ouais. Et donc ça, tu penses que ça permet aussi de limiter les risques et les crashs Ouais, les gens laissent moins de plumes là-dedans. Et comme c'est très c'est les médias sociaux, il y a du suivi. Ça crée du lien, ça crée des communautés, ça crée des choses comme ça. Et où les gens s'épaulent les uns les autres aussi. Il y a énormément il y a beaucoup de solidarité en fait entre les petits auteurs. D'accord, ok. Ouais. Bon, ça, on l'a aussi en France. Mais la taille fait que ça devient une chose de plus... J'allais mettre un petit bémol à ce que je viens de dire, c'est que à cause justement du manque de débouchés et de l'attrition en fait du marché rôliste, je dis les auteurs s'entraident. En vrai, c'est pas toujours le cas. Hein, parfois, on oublie de citer un auteur parce qu'on a peur, on veut pas lui faire de la pub. Il y a des querelles de chapelle. Il y a parce qu'on veut pas encourager les gens à aller vers tel ou tel jeu qu'on juge médiocre. On va pas dire que c'est, tu vois. Il y a encore des petits trucs. Moi, je trouve dans le milieu francophone, c'est pas encore sain. Okay. On n'est pas tous en train de s'entraider les uns les autres encore. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Okay. Ouais. Bon, après. Encore une fois, je pense que c'est lié au marché. On a l'impression que si on vend les jeux
d'un auteur indépendant qui n'est pas nous-mêmes ou un copain, on va enfermer les gens. Le copinage est mal vu en France. Voilà, oui, c'est vrai en plus, t'as raison. Il y a un problème avec le copinage. Il y a un truc de clocher. Je pense pas qu'ils aient beaucoup de complexes aux États-Unis, parce que tout le monde va dire, c'est ouvertement, tout le monde va vraiment se décarcasser, dire du bien. Ça coûte rien en fait. C'est le showbiz, donc ça va arriver. Donc je vois pas tellement de gens qui se font la gueule ouvertement. Non, c'est assez rare. Ça peut arriver, je suis sûr, mais c'est plus une mentalité, quoi. C'est une mentalité relativement plus positive. Tu penses que c'est la... Parce qu'ils se battent pas pour le marché. Ils sont pas en train de se battre pour le marché. Le marché, il est là. C'est pas une question de se... Ça, c'est clair. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que tu fais le lien entre le fait qu'on n'ait pas envie de faire la promotion d'un auteur concurrent parce qu'on aurait peur du... Parce qu'en parallèle à ça, par contraste, on aurait aussi peur du copinage. C'est en fait, tu fais le lien entre le fait d'avoir peur du copinage, en fait, par effet de bord, ça fait qu'on a peur aussi de parler de ses concurrents. Moi, j'observe. Je suis peut-être un peu tiré par les cheveux. Non, mais ça laisse réfléchir, je trouve. C'est qu'on a une mentalité différente en France. Un peu, ouais. Un peu. Voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'on on va pas se permettre de dire du bien de quelqu'un à quel on a participé à un projet, parce que on a un peu de pudeur là-dedans. La modestie. Ça. Ah, la modestie. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu lutter contre ça en France à titre personnel ? Il n'y a pas tellement de modestie dans les pays anglo-saxons. Mais heureusement. En Angleterre, il y en a, mais pas... C'est de la fausse modestie. Moi, je vois le nombre d'auteurs qui sont là en train de parler. Ils sont en public devant 300 personnes. Ils sont là. Oui, j'ai fait un petit jeu, gna gna gna. Bah non, si tu oses aller affronter 300 personnes, si tu oses affronter un public de 300 personnes, c'est que tu penses que ton travail vaut le coup. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Enfin, ça, c'est un truc qui m'énerve chez les Français. Tu m'énerves même pas, ça m'énerve. Voilà, j'ai la fausse modestie, là, où tu vois l'auteur qui est là. Oui, non, mais c'est un tout petit travail. Non, mais en réalité, mec, t'en as chié pour le faire. Ou girl, t'en as chié pour le faire. Et t'es fier de toi, sinon tu serais pas là. Donc arrête de... Tu vois, ça m'énerve. Et je pense que... Ils sont meilleurs à se vendre, donc ils vont pas... ils se vendre. À base, c'est la mentalité mais ça, les Français savent pas le faire. Dès qu'on parle d'argent, je te jure, même, enfin, ça divise les familles, quoi. Par exemple, est-ce qu'il faut vendre les jeux ou pas ? Est-ce que les jeux ont un prix ou pas ? Je vais te dire un truc. Fabien Ilvain et moi-même, on est sur la même longueur d'onde sur tout. Le seul sujet sur lequel on s'engueule, c'est l'argent. C'est-à-dire, moi je dis, il faut vendre les jeux, il faut les vendre cher. Par exemple, tu vois, parce que à partir du moment où il faut les vendre cher, attention, en fonction du prix du marché quand même, mais il faut les vendre cher parce qu'on doit pouvoir se rémunérer, faut pas les brader, faut pas se brader, etc. Et Fabien, lui, dit que non, qu'il faut pas les vendre cher, parce que tu comprends, c'est de la culture, donc ça devrait se partager gratuitement. Enfin, c'est pas forcément les arguments de Fabien que je suis en train de sortir là, il a tout un tas d'autres arguments, mais parce que c'est quelque chose qui est à côté du travail, le jeu de rôle. Le travail, ça rémunère, et puis le jeu de rôle, voilà. Mais moi, c'est mon travail, le jeu de rôle, tu vois, de mon point de vue, donc... Je me prends la tête aussi avec des gens comme Thomas Munier, par exemple, qui n'ont pas du tout le même modèle économique que moi, qui donnent leur jeu et tout ça, pour ces mêmes raisons-là. Donc, tu vois, en France, il y a ce problème-là. Et tu dis aux États-Unis, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça pour le plaisir et qui ne cherchent pas à faire de l'argent. Tu vas sur DriveThru et PJ, il y a plein de gens qui publient leurs choses comme ça. Mais en même temps, les gens qui ont fait la démarche de le faire, ils vont mettre un prix dessus. Ils vont dire ça m'a pris du temps. En fait, si on casse les prix, si on met un prix trop bas, ça veut dire qu'on l'estime que ça vaut pas autant que ça. Ça vaut pas tant que ça. Donc il y a pas trop de remords à mettre un prix haut, parce que c'est une sorte de gage de qualité, même si ça ne veut pas forcément dire que la qualité est dedans, mais ça veut dire que... Mais en fait, c'est parce qu'en France, on confond trop souvent faire de l'argent au sens de faire de l'argent sur le dos des autres, exploiter le travail d'autrui, tu vois ce que je veux dire ? C'est une grosse différence sociale là-bas. Voilà. Tout le monde est persuadé qu'il va réussir et qu'il va réussir tout seul. Et il n'y a pas de classe sociale là-bas, on n'en parle pas, c'est un gros mot. Il n'y a pas d'exploitation, ça n'existe pas. Pardon, donc ici on a une culture où on est tout de suite combatif dès qu'on entend ça. On est plus proche de la Révolution rouge, si tu veux. Bon. Mais en fait c'est parce que les Français confondent l'idée de faire de l'argent, c'est-à-dire d'exploiter le travail des autres, et de vivre de son travail.
Moi, tout ce que je dis quand je dis qu'il faut vendre ses jeux chers, c'est que les débouchés sont peu nombreux, et donc si on veut vivre de son travail, il faut se rémunérer. Et que pour se rémunérer, on doit vendre les jeux à un certain prix. Je dis pas très très cher, c'est pas de la folie non plus. Non, mais il faut pas faire des jeux à perte, quoi. Voilà, c'est ça, faut pas faire... Bah oui, mais ça... Ah, mais ça, Yann, si tu investis de l'argent dedans, si c'est sa source de revenus, il faut pas les brader, quoi. Mais je te jure que ça, c'est pas la norme en France. Que quand tu dis, il faut pas... par exemple, je pense aux auteurs de Chan Renaissance, par exemple, Julien Bess, et donc Vincent Le Lave-Chef et Igor, etc. Ils se sont quasiment pas rémunérés sur Chan Renaissance. C'est pas le jeu de rôle qui leur rapporte de l'argent à Ori Games, leur boîte d'édition. C'est pas Chan Renaissance qui leur rapporte l'argent. Ils estiment que le jeu de rôle, c'est le plaisir. D'accord. Et le plaisir, ça veut dire qu'ils ont fait leur équilibre en disant si ça nous coûte tant à produire tant d'exemplaires, on va s'arranger pour que ça se paye tout seul. Voilà, le jeu n'est pas en déficit, si tu veux. Le coût de production est égal au coût de revenu. Mais les auteurs ne se payent pas. Ils ont choisi de ne pas payer. Parce que c'est pas leur... c'est peut-être pas leur revenu. Leur revenu principal. Non, mais non, attends, c'est du temps, je suis d'accord. Mais toi, tu aimes bien tu veux mettre en valeur le fait que quand tu t'investis dans quelque chose, ça prend de la valeur. Soit on joue le jeu du libéralisme, c'est-à-dire soit on joue le jeu de l'économie marchande, et dans ce cas-là, tout travail mérite salaire. Je prends le truc au mot. Soit on joue pas le jeu, et dans ce cas-là, on est dans quelque chose d'alternatif et compagnie. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Moi, j'ai choisi de jouer le jeu, en fait, de rivaliser avec les gros et de leur casser la tronche si possible, quoi. Tu vois, je veux fighter, quoi. Je veux le combat, quoi. Tu veux leur montrer qu'on peut faire bien sans forcément avoir tous les gros moyens qu'ils ont derrière. Ouais. On peut être punk et pour autant participer à l'économie de marché. Voilà. Mais je me trompe peut-être, tu vois. Certains diront le système va te bouffer, tu vois. Mais ça fait partie des grandes différences entre la France et les États-Unis. Et pas qu'entre la France et les États-Unis. Quand on parle d'argent avec Christophe Buckley, qui est suisse, on tombe d'accord. Quand je parle d'argent avec Fabien Ilvain, qui est français, ou Thomas Munier, on n'est pas d'accord. Oui, mais ça, d'accord. Mais ça, c'est des personnes. Tu peux pas généraliser, ce sont des personnes. Donc ça va toujours être différent. C'est pour ça que je cite les gens, tu vois, parce que je veux pas non plus faire de grandes généralités, effectivement, sur les Français par rapport à ça et tout. Mais c'est des choses que j'observe quand même dans les comportements des auteurs français. J'en connais quelques-uns. Je commence à avoir un panel quand même d'auteurs français indépendants suffisamment important pour me dire que voilà, il y a un problème avec l'argent en France, tu vois. C'est pas. Je crois que c'est. Alors, tu vois un petit exemple, enfin pas sur le jeu de rôle, mais pour revenir sur les conventions. On a donc cette convention, elle tourne depuis un bout de temps. Oui. Au début, on payait ses billets, on y allait, et ça permet de payer l'hôtel, puis c'était tout. Donc ça permet d'avoir des salles dans l'hôtel pour jouer. À un moment, il y a l'hôtel a monté ses prix, et ils se sont dit, du coup, ça va être un peu plus rush, et il va falloir qu'on ait un peu d'avance pour pouvoir payer ça. Et ils ont dit, on va faire un Kickstarter en juin pour octobre, juste parce qu'il nous manque 10 000 ou 5 000 ou un truc comme ça, juste pour booker l'hôtel. Donc tu parles de la Big Bad Con, encore une fois. Et donc ils ont fait, on essaye. Première fois, on essaye, on tente. Et en fait, il y a eu une réaction, tout le monde dit, écoute, moi, ça me dérange pas d'acheter mon billet à l'avance par le Kickstarter, comme ça je vous donne on vous assure les fonds à l'avance, comme ça vous pouvez négocier avec l'hôtel. Bam. Et là, du coup, tu te retrouves t'arrives avec ton portefeuille et tu dis, voilà, nous, on va vous faire venir tant de personnes dans l'hôtel. Ouais. Et là, t'es en position de force. Ça devient du pré-booking, mais en fait, ça a démarré très bien. Et immédiatement, c'est greffé là-dessus des choses, disons, écoute, pendant qu'on y est, tous les compléments, ça va, l'équivalent des restos du cœur, les dons de machin, pour la nourriture. Il y a des gens qui ont acheté 2 billets au lieu d'1. Ils viennent tout seuls, mais ils ont pris 2 billets parce que c'est du donation, tu donnes ce que tu veux. Donc ils donnent plus, ils donnent un peu plus, juste parce qu'ils soutiennent. Ouais. Avec cet argent en plus, ils ont dit écoute, on peut inviter des gens gratuits. Qui sait qui n'a pas les moyens de venir dans les conventions? Les minorités. Et donc ils sont mis à dire avec tout ça, on peut inviter des gens qui viennent jamais. On va commencer par les inviter. Après, c'est augmenter les conditions. Au lieu d'avoir une salle où il y a 4 tables dans la même salle avec beaucoup de bruit, du boucan, on va les mettre dans une des chambres d'hôtel, on va mettre la table dans la chambre d'hôtel, ils auront une porte, ils pourront être tranquilles. Et donc, c'est passé quelque chose, c'est que la convention est devenue de mieux en mieux parce que il y avait
plus de place pour plus de monde, des endroits plus privés, des gens qui étaient invités de nulle part, des gens qui étaient un guest star invité, des auteurs qui ont payé le billet d'avion pour qu'ils viennent à la convention comme ça, juste parce que on a envie de les voir, si vous voulez, venez. Et on s'est retrouvé à inviter des indépendants, des gars qui n'ont pas les moyens, ou même des auteurs d'autres pays, à se pointer. Donc de convention, vous êtes devenu un salon. C'est toujours une convention, mais c'est marrant parce que maintenant le Kickstarter arrive chaque année et ça permet d'assurer une qualité incroyable parce que les gens subventionnent, s'investissent en fait. Et en fait, cette communauté a grandi avec le temps. Et, c'est un exemple intéressant. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans des choses en France. J'ai l'impression que transformer un appel de fonds en une sorte de mouvement de participation. Écoute, Bon, alors moi je connais très très mal le milieu, d'autant plus depuis 6 ans, parce que depuis que j'ai des enfants, je ne participe pour ainsi dire plus du tout en fait aux salons et aux conventions, etc. Ce n'est plus le temps. Donc du coup je suis un très mauvais... Mais avant, tu y allais comme invité ou tu y allais de tes propres moyens J'y allais par mes propres moyens, je prenais ma bagnole, je traversais la France et j'allais présenter mes jeux là-bas. Ouais. Je m'invitais. Et puis là, depuis quelques années, on commence à m'inviter maintenant, à me dire est-ce que tu es disponible ? On a une convention qui est pas mal et tout. Donc là, maintenant, je suis beaucoup plus invité. Le problème, c'est que là, ces 6 dernières années, j'ai dû énormément refuser d'invitation. Donc du coup, je suis plus invité. Parce que les gens ils disent voilà, il a dit non une fois, donc il est pas dispo. C'est compliqué, tu vois. Puis en plus, je leur dis souvent j'ai des enfants, c'est compliqué. Bon, ils savent que les enfants, a priori, je vais les avoir pour longtemps là. Donc du coup, ils me recontactent pas. Donc c'est compliqué. Donc du coup, non, j'ai plus du tout de... Donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Je suis en train de regarder en même temps sur Internet la version 2019 du coup de la convention, ouais. La convention pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Putain, ça a l'air d'être énorme, hein. Big Bad Guest. Alors oui, tout est Big Bad, quoi. Ouais. Autre chose qui se sont passées autour de ça, c'est qu'on a eu des très bonnes personnes qui ont fait comme volontaires, qui ont fait l'aide sociale, qui ont fait le support, éviter les problèmes. Et on a une équipe qui est très très soudée, qui évite le conflit. Parce que une chose que j'ai remarqué, c'est qu'à San Francisco, il y a beaucoup de... on va trouver des gens qui vont être gays, qui vont être lesbiennes, on va trouver des transgenders, on va trouver des minorités qui font du jeu de rôle parce qu'ils aiment... C'est un moyen de liberté pour eux, en fait. Et, on a la même chose en France. Ouais. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait l'équivalent, c'était à Nantes ou à Rennes qu'il y avait une... À Rennes, il y a eu la Queervention, ce qu'on appelle la Queervention, qui est une convention de jeu de rôle qui a été organisée par le club LGBT+, l'Esquisse, l'association LGBT+, de Rennes. Mais même, tu vois, on observe une lame de fond, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de LGBT+, qui participent au monde du jeu de rôle, qui s'investissent dans les podcasts, dans la création de scénarios, dans la création d'ouvrages consacrés aux jeux de rôle, même sur des salons de jeux vidéo, etc. Donc, ils font la promotion en fait de l'activité rôliste, même au-delà, tu vois. Il y a vraiment, enfin voilà quoi. En fait, je sais pas s'il y a un lien parce que les rôlistes ont fait finalement partie d'une minorité à un moment donné. Tu vois, nous aussi en tant que rôlistes, on a subi l'écrasement des médias de masse, etc. Peut-être que c'est un moyen de se souder, et donc la communauté LGBT, elle a trouvé un espace de liberté là. Enfin, la même chose. Enfin, à San Francisco, on a vu, c'est que cette convention est devenue un endroit où c'était relativement tranquille d'être une femme, ou d'être trans, ou de s'habiller différemment, d'être différent. Comparé à certaines autres grosses machines qui sont plus des grosses foires où tu peux tomber sur des connards traditionnels, on va dire, plus relativement macho en fait. Ce que tu me fais, ce dont tu parles, ça me fait vraiment penser à la convention. Et donc on a vu, ce qu'on a vu, c'est que c'était un espace de liberté qui était vraiment intéressant. Donc pour le préserver, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur des médiateurs, des choses comme ça. Donc tout a été fait pour que ça soit cool pour tout le monde. Et cette ambiance est toujours là depuis le premier jour. Et les gens qui vont là sont des vrais potes, donc c'est vraiment agréable. Une autre chose qui est arrivée, c'est que par exemple, il y a un petit livret avec les... Et attends, juste une petite précision. On ne dit pas, quand on dit qu'on est l'organisateur d'une convention dans laquelle on fait attention aux sensibilités des minorités, on ne veut pas dire
que les gens qui organisent des conventions à côté de celles qu'on organise sont des dangereux fous furieux, sexistes et grégaires. Non. Parce que souvent, les gens l'entendent comme ça. C'est-à-dire que toi, tu viens nous présenter la Big Bad Con comme un modèle d'intégration des minorités, etc. Et donc, par contraste, les gens qui organisent des événements en France vont dire « Ah oui, parce que nous, qui organisons pas la convention, on est des ovridieux sexistes, c'est ça ?» Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Inclusif, c'est de l'inclusif. Voilà, c'est juste ça. On essaie l'un des buts principaux, c'est d'être pas, inclusif. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas inclusifs ou ne feront pas plus tard des efforts d'inclusivité. Ça ne veut pas dire attention. Voilà, il ne faut pas non plus faire dire ce qu'on ne dit pas. Donc ça, je précise parce que ça fait du shitstorm. On entend beaucoup en ce moment de débats ou de grands clashs, notamment ou de gens qui annoncent. Les gens par rapport à la X-Card, qui est un outil de sécurité émotionnelle qui est à la mode en France, ou en tout cas qui fait couler beaucoup de temps que numérique en France. Si tu utilises la X-Card et que tu dis à un rôliste « j'utilise la X-Card », si lui, en tant que meneur de jeu, il l'utilise pas, tout de suite, il se sent agressé, genre « quoi, mais tu veux dire que je suis un danger criminel ?» Non, je veux dire que moi, je mets en place une X-Card. Ça ne veut pas dire que ta manière de jouer est fonctionnelle et sécure. Ça veut dire que moi, je mets ça en place pour sécuriser ma partie. C'est la prévention, c'est pas du fascisme. C'est pas de la diffamation des autres. Voilà, on n'est pas en train de discriminer les autres, bien sûr. Alors, c'est marrant que tu parles de la X-Card. J'allais justement mentionner une chose, c'est que dans il y a peut-être 3-4 ans, on a rajouté dans le guide de la convention, celui qu'on donne à tout le monde, une double page, qui parle des mesures de sécurité émotionnelle d'enjeu, de rédaration, et qui présente le nom de différents trucs qu'on se dit, si vous voulez, la X-Card c'est ça, et tiens, si vous voulez utiliser, on l'a dessiné sur le livret, donc elle est là, si vous voulez présenter là, jouer là, quand vous commencez votre partie, expliquez si vous voulez utiliser ou pas. Mais d'autres systèmes, les systèmes du plus et moins pour dire que le pouce en l'air, plus en bas, pour dire c'est bon, vas-y, tu peux forcer, ça va, ou non, vas-y, ralentis. Les pauses. Ce sont des systèmes qui sont utilisés. C'est la même chose qu'en sport. Tu as aussi les voiles qui sont. Avant, j'aimerais bien parler sur le fait qu'on ne va pas parler de ça, ou pendant la partie, on arrive à un moment, c'est ben alors, on va faire une ellipse parce qu'on n'a pas envie d'explorer ces sujets. Et donc, on a fait une petite double page qui est dans le livret et on ne sait pas combien de temps les gens s'en servent, mais on veut être juste sûr que si les gens en ont besoin, ils n'auront pas à s'expliquer, que ça soit là. Oui, bien sûr. Tout ça fait partie d'une démarche. Donc c'est marrant de voir que ça m'a pris comme ça. Je suis sûr qu'il y a des équivalents partout. Je suis sûr que ça va arriver dans différents endroits. On n'en est qu'au début en France. Au moment où on enregistre ce podcast, on en est encore qu'au début. Il y a encore beaucoup de résistance, de gens qui se sont agressés du fait que des gens ne veulent pas agresser d'autres personnes. Ça, c'est vraiment... je veux dire, ça semble bizarre de le dire comme ça, mais c'est parfaitement vrai. Et voilà, et donc on en est qu'au début. Mais on voit bien qu'on va vers là, qu'on va vers plus de... Moi, je parlerai pas de sécurité émotionnelle, mais plus de care. Là, excuse-moi, c'est moi qui utilise un terme américain pour le coup, obamien même. C'est de l'attention, c'est de l'empathie, c'est rien que de l'empathie. C'est ça, c'est juste, faut faire attention. En fait, le jeu de rôle est un média, comme le cinéma, la littérature, il a peut-être même des degrés d'implication, peut-être même plus forts. Il est plus intime. Il est peut-être plus intime. Il peut être beaucoup plus intime quand on est dans un petit groupe, dans un petit cercle. Après des heures à parler, on va commencer à dire des vérités. Ça arrive. De la même manière qu'il existe des PEGI pour les jeux vidéo, qu'il existe des films interdits aux moins de 16 ans, eh bien, dans le jeu de rôle aussi, il existe des thématiques qui sont problématiques et qui doivent être gérées, etc. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous aussi, on a besoin, à un moment donné, d'encadrer la partie. Mais c'est marrant que ça arrive dans les années 2010, presque 2020, alors que ça fait un bout de temps que les gens pratiquent. Je suis sûr que des gens avaient déjà... Enfin, ça a dû exister à gauche à droite, c'est juste qu'on n'en avait pas conscience. Ça s'était pas généralisé, ça s'était pas diffusé. Moi, j'ai une hypothèse là-dessus, mais ce serait trop long à t'expliquer. Mais je pense que c'est lié à la crise du jeu de rôle et au fait que les rôlistes aient intégré en fait les critiques médiatiques. C'est-à-dire Tu es en train de faire le point Michel...
Mireille Dumas. Mireille Dumas. Oui, mais ce serait dommage de passer à côté quand même. Donc tu vois, c'est exactement ça. Mais il y a pas le point Mireille Dumas, mais aux États-Unis aussi, il y a eu des problèmes avec certains. Ils ont l'équivalent avec le point Demon and Demigod. Enfin, quand Donjons et Dragons s'est fait accuser de démonologiste par les ligues chrétiennes. Et c'est quelle époque ça? On se demandait le genre avec Jérôme. Début 80. Ouais, donc c'est avant 90. Ouais. Nous, c'est vraiment 90, la crise du jeu. Ils ont un équivalent avant et c'était ils ont dû vraiment jongler. C'était SR à l'époque pour renommer les démons autre chose, le virer de la couverture, faire sa propre. Et en fait, ils ont jonglé comme ils pouvaient. Mais ça a une réputation qui fait que j'ai vu des gens qui m'ont dit moi, j'ai pas pu jouer au jeu de rôle parce que mes parents m'ont dit que c'était pas bien. Voilà, exactement. Ou j'ai dû me planquer. Ou j'ai dû faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon hypothèse, elle est là. Et c'est la même. Fabien, cette hypothèse, d'ailleurs, je l'ai pas inventée. C'est Fabien Hilvain qui l'a développée. C'est l'idée qu'en fait, les rôlistes ont intégré en fait les critiques médiatiques et ces critiques-là et ont voulu montrer à un moment donné que le jeu de rôle c'était surtout quelque chose de très inoffensif, de très gentil, très très gentil, non mais on fait rien de grave, on n'aborde pas de problématiques graves, etc. Et donc ils avaient mis une espèce de gigantesque sourdine en fait sur tout un tas de problématiques. Je te jure, moi quand j'ai commencé le jeu de rôle, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'avait pas le droit de parler. En gros, si on tuait des gens, c'était pour gagner des XP et c'était absolument pas parce que pour des raisons psychologiques. Il y avait des choses dont on n'avait pas le droit de parler. C'est du jeu. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour réfléchir. À partir du moment où tu fais sauter ce verrou-là, où la Forge fait sauter ce verrou-là, où les indépendants vont dire non, nous on va aborder toutes les thématiques, on va jouer une famille dysfonctionnelle dans laquelle on apprend qu'un des enfants est homosexuel et on va voir les conséquences que ça a sur ses parents conservateurs qui ont voté pour le Brexit. Donc tu vois, j'exagère, j'en rajoute 2000 couches exprès. C'est qu'en fait nous on a dit ok, ça c'est du jeu de rôle. Et on nous a répondu non, c'est pas ça, le jeu de rôle c'est du jeu. C'est ludique, c'est censé être pour les enfants, c'est censé être ludique, c'est pour se distraire, c'est pas pour réfléchir aux problématiques existentielles. À partir du moment où tu quittes le champ de la distraction pour aborder des problématiques existentielles, t'as besoin de sécurité émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, c'est pas un hasard en fait si c'est maintenant que ça... Tu vois, il a fallu attendre que le jeu de rôle se décomplexe, assume le fait qu'il était un média comme les autres, et ce faisant qu'il puisse soulever des problématiques existentielles. Des probabilités qu'il ait des sujets plus graves, plus majeurs, plus évolués, plus importants, plus profonds. Exactement. Et donc je pense que c'est pour ça, effectivement. Alors la Big Bad Con, est-ce que tu as... Donc toi tu es bénévole de la Big Bad Con. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que tu proposes là pour cette année, par exemple? Je sais pas ce que je vais faire jouer encore, mais moi j'ai tendance à faire... programme pour la prochaine? Là, il y a plein, un peu comme chaque année, il y a plein d'invités qui vont arriver. Alors la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a... Ce sera en octobre? En octobre, autour du 10 octobre, je crois. D'accord. Alors c'est un peu loin pour venir, mais... Ouais, c'est impossible. Mais c'est pas grave. On peut regarder de loin, on peut suivre, on peut partager, il y a prendre exemple. Il y a le programme qui est là. Alors je sais pas trop ce qui est prévu cette année en nouveauté. Je pense que ça va être un peu ça tourne un peu dans le mode où ça s'est fait. Ils vont essayer d'inviter un gros paquet de nouveaux auteurs. Il y a un Kickstarter séparé pour faire venir des gens de la communauté afro-américaine qui n'avaient pas accès. Ouais. Donc là, il y a tout un système. Il y avait un auteur qui est venu l'année dernière qui a vraiment bien marché avec nous, vraiment. Et donc on lui a dit si tu veux, tu ramènes des gens et on lui donne les moyens pour le faire et ça va venir ça. Non, c'est rigolo, hein. Ça vit tout seul, mais ça a pris une bonne ampleur. Une chose qui est rigolote, peut-être une anecdote, ça fait quelques années ça fait 3 ans qu'on a ça s'appelle le Big Bad World. C'est-à-dire que quand les gens se pointent à l'entrée, ils ont on leur donne leur badge, leur machin, leur bidule, et il y a un petit carnet de feuilles avec dessus des rôles de classe. Il y a le druide, le mage, le voleur, etc. Et en fait, ce que c'est l'équivalent d'une classe de perso d'Apocalypse World qui a 5 petites cases avec marqué chaque fois que vous faites cette action, marquez un point d'expérience.
D'accord, ok. Ouais. Donc, il y a une espèce de killer qui est organisé. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est par exemple, le ranger, c'est et sortez un peu dehors, allez voir des plantes. D'accord, ouais. Bon, tu fais ça, tu marques ta petite croix. Ou alors, aider quelqu'un à trouver la salle de sa partie. Petite croix. Introduisez-vous à quelqu'un. Et il y a d'autres, il y a des choses, c'est présentez-vous à quelqu'un. Aidez quelqu'un. Faites ci, faites ça. Et en fait, tout ça, c'est juste des trucs sociaux qui sont pour inciter des gens à tout simplement être social. Et ils font ça en marquant leur petite croix pour le jeu. Ils se prennent au jeu, en fait. Et une fois qu'ils ont rempli une fiche, ils la ramènent, on leur donne le badge, ils en prennent une autre, et c'est reparti. D'accord. Et ça s'appelle le Big Bad World, inspiré d'Apocalypse World. D'accord, ok. Et c'était marrant parce que c'est parti d'une boutade et c'est devenu une sorte d'exemple, de montrer par l'exemple qu'est-ce qu'on aimerait bien que les gens, quel soit le comportement des gens ici. Soyez polis, présentez-vous, soyez cool. Faites le bien autour de vous. Et si vous êtes introverti, faites juste la première petite truc, ça suffit. Ça suffit. Juste serrer une main, c'est bon. Vous avez fait la démarche, c'est important. Tu viens de montrer en fait que le jeu de rôle est un contrat social et que ce contrat social peut s'appliquer à une table ou autour des tables ou dans les lieux exactement dans le champ d'un lieu plus vaste. Et justement, je voulais t'en parler. Ce que je trouve génial dans l'intégration progressive des minorités, des personnes discriminées, des personnes racisées, c'est qu'en fait, ces gens occupent un champ politique. Parce que, alors les thèmes, ils apportent des thèmes. Eh oui. Et qui d'habitude ne sont pas bien, qui n'ont pas d'endroit où se présenter. Mais en fait, là, les gens ils vont faire du jeu de rôle parce qu'ils aiment expérimenter. Ils n'ont aucun problème à aller se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que le jeu de rôle offre, en fait. C'est une façon de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour une session, mais au moins de mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre et d'être capable de comprendre après coup les implications. Entièrement d'accord avec ça. J'y ajoute un autre argument, un autre élément, c'est que je pense que ces gens, donc on parle bien sûr des personnes discriminées, encore une fois des personnes racisées, etc., sont des gens qui se confrontent chaque jour au contrat social, en fait, de notre société. Le jugeant tantôt injuste, tantôt à changer, il faut le modifier. Et donc, ce sont des gens ce sont des personnes qui portent la politique, qui sont éminemment politiques, parce qu'ils obligent les personnes, les conservateurs, on va dire, ou les gens qui sont bien dans ces sociétés-là, à repenser un monde dans lequel pourtant ils sont bien, ils viennent faire bouger les lignes, Quand tu dis, par exemple, en France, il faut que les personnes de même sexe puissent adopter des enfants, d'un coup, les lignes, pour les gens qui n'ont jamais réfléchi à ces questions, le monde tremble, les meubles bougent, la maison va changer, tu vois ce que je veux dire ? Donc ils amènent, avec ces problématiques, à repenser en fait le contrat social de la société. Et dans le jeu de rôle, c'est un jeu, pour moi, éminemment politique, dans la mesure où il dit qu'on va jouer dans le cadre d'un contrat social, dans le cadre de règles, etc. On va engendrer un contenu fictionnel, comme on engendre des lois, comme on engendre, des nouvelles règles. On va engendrer des nouvelles règles. Même... C'est ça, Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont particulièrement actifs dans ces milieux. Vas-y, je t'en prie, Yann. C'est rajouté, on peut changer de peau, mais on peut aussi renégocier la peau, le système dans lequel on vit. Partie du jeu de rôle, c'est peut-être remettre en cause certaines choses, en fait. Être capable de changer de point de vue. C'est la philosophie, ça, non ? Ah, pardon. C'est pas ton sujet principal, non ? Si, c'est pour ça que je tire la couverture à moi, bien sûr, comme toujours. Alors donc, la Big BadCon, est-ce que tu avais des choses à ajouter pour nous vendre cet événement remarquable ? Ça a l'air d'être fantastique. Il y a aussi plein de gens de The Forge qui viennent, paraît-il. Alors, on va dire pas de The Forge en tant que tel, mais il y a des anciens forgiens. Ah oui, parce que The Forge a disparu, donc forcément. Vincent et Maggie Baker sont des abonnés depuis 2 ans. Toute la famille vient avec les enfants et tout. Ils font des présentations soit de cuisine, soit de jouer sérieusement, faire du bricolage avec des Lego pour les gamins. Il y a tout n'importe quoi, mais ludique. Et ils sont vraiment sympas à voir. Parce qu'ils sont très très abordables. Ils animent des stands. Ils participent à des meetings, des choses comme ça. Les fans de Vincent Baker qui nous écoutent...
Voilà, c'est... je pense qu'on devrait voir... On a eu aussi... je crois que John Harper devrait être dans le coin. C'est celui qui a fait Blades in the Dark. Oh oui, John Harper. Qui était il y a 2 ans. Tout le monde avait la copie et courait partout. Et c'est devenu... Là, on a l'impression qu'à un moment, tout le monde faisait des hacks de Blades in the Dark. Après Apocalypse World. C'est une figure de la forge, John Harper. Il y a... Alors, c'était pas cette année, mais il y a les nanas qui ont fait le jeu de Bluebird's Bride, la femme de Barbe Bleue. D'accord, ouais. Ça, c'était il y a quelques années. C'était un groupe de personnes qui voulaient parler de la violence faite aux fans dans les relations conjugales par le biais d'un conte de fées. Un jeu en narration partagée où on joue la psyché de la femme de Barbe Bleue qui est en train d'explorer la maison. Marissa Kelly, ça te dit quelque chose? Oui, c'est ça. Okay. Créé par Marissa Kelly, là je vois en principal, mais il y a beaucoup de gens qui ont collaboré. Ouais, c'est vraiment une... Là, c'est le premier nom que je vois sur le Kickstarter, en tout cas. Mais alors, cette année, j'ai Beltran aussi. Oui. Sarah Richardson, and based on the Bluebird Fairy Tale. Bah oui, il y a forcément la légende de Barbe Bleue. Alors ça, c'était pas forcément cette année, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont repasser. Je crois qu'il y a un Canadien dont j'ai oublié le nom qui a fait un jeu sur la Première Guerre mondiale et les Canadiens en Europe, qui s'appelle Russ Rifle. Et en ce moment, lui, il est en train de représenter la communauté asiatique dans le jeu de rôle. Il y a des podcasts de Asian Represent qui s'appellent comme ça. Daniel Kwang, c'est son nom, voilà, c'est ça. Okay. Et il va aussi se venir là. Et ce qu'il est en train de défendre en ce moment, c'est la communauté asiatique qui est aussi partie des auteurs de jeux de rôle et qui voudrait que les jeux parlent de leur culture de façon sérieuse au lieu d'en faire des parodies. Comment s'appelle-t-il l'auteur de Dog Eat Dog, Liam Burke, c'est ça? Je suis pas sûr. Faut que je regarde. Mais oui, tout ça fait partie. Lui, il faut l'inviter là. C'est génial son jeu là, Dog Eat Dog. Je crois que c'est ça. Hein, c'est Liam Burke. Je suis pas sûr, mais ce qui est bien à voir, c'est qu'il y a une foultitude de petits jeux, de jeux, pas de gamme complète, hein, mais de jeux qui sont là pour faire tester d'autres choses ou mettre en valeur certaines choses ou faire faire changer de point de vue. Hein. Tu t'es transformé par ces jeux-là. Tu peux pas penser à la même chose. T'avais joué à Dog Eat Dog? Donc c'est bien Liam Liwanag Burke. Je le sais parce que je suis tombé sur l'article de la cellule quand on parle, donc cette espèce d'auto-référencement. Non mais je suis sûr de moi par ça. Donc voilà. Oui, mais non, mais Dog Eat Dog, mais c'est remarquable. C'est remarquable. Parce que c'est une démonstration, en fait. Le jeu, ou le système, ou les mécanismes, ou juste que le scénario lui-même, souvent, ça... Ouais. Nous, on parle d'expérience dans ces cas-là. Les jeux, on appelle ça souvent des jeux à expérience. C'est-à-dire, t'as des jeux qui visent à divertir, t'as des jeux qui visent à faire réfléchir, et puis t'as des jeux qui te proposent une expérience, tu vois. T'as des jeux c'est-à-dire, en gros, ils veulent te faire ressentir ce que pourrait... ressentir, même si évidemment c'est que ça reste que de la synesthésie, c'est-à-dire mais c'est pas ce que Thomas Munier avait fait récemment. Thomas Munier il est à fond dedans. Il fait à fond ça, il fait très souvent ça. En ce moment il travaille sur le GN en ce moment, et notamment une volonté de faire ressentir comment dire, des impressions chamaniques, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire c'est ce sentiment qui pourrait traverser des transes chamaniques. Voilà, c'est ça, pas des sentiments chamaniques, mais des transes chamaniques. Ce sentiment qui pourrait nous traverser quand on est dans un état de transe chamanique. Et moi, j'ai joué à l'Essente, donc qui est son GN justement. Et effectivement, tu as des moments, quand tu es dans les bonnes conditions, évidemment, parce que et j'ai entendu parler de parties dans lesquelles il y a plus de personnes, dans lesquelles ça peut moins bien fonctionner, mais nous on a vraiment joué en petit comité avec des gens qui se connaissaient très bien, ça a super bien marché, et vraiment des sensations expérimentales, tu vois, au sens de faire une expérience de quelque chose. Ouais. Alors, puisqu'on parle justement des Forgiens, qu'est-ce qu'ils deviennent en fait, toi qui...
Toi qui les croises en convention, est-ce que The Forge... Ils vivent leur vie. Je pense pas qu'ils fassent partie qui pensent beaucoup à la Forge plus que ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils vivent leur vie. Ils n'ont pas l'air de revenir sur leurs vieux trucs. Ils ont l'air juste de faire leurs nouvelles choses. Est-ce que tu as des nouvelles de Ron Edwards, par exemple? Pas du tout, non. Voilà, c'est vrai. Et donc, du coup, tu dis qu'ils ne connaissent pas du tout. Là, je te pose une question un petit peu pas égo-trip. Ils ne connaissent pas du tout la cellule. Ils n'ont jamais entendu parler de leurs enfants français, francophones. Si j'ai l'occasion de leur poser la question, j'irai leur demander s'ils en ont entendu parler. Est-ce que nos parents font encore attention à nous? Au secours, Obi-Wan W. Ron Edwards. Non, j'exagère volontairement le trait, mais voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y a un forum, des endroits où ils continuent à se fréquenter? Ou alors non, est-ce qu'ils sont chacun dans leur couloir via... C'est par exemple PhD, donc Ben Lehman, lui, il utilise beaucoup Patreon. Il a publié des choses. Non, il publie régulièrement des choses sur Patreon. Ses derniers jeux sont publiés sur Patreon avec Aura Bell, donc, qui participe aussi à ces jeux. On a eu l'occasion de tester nous GJ237B. On va encore tester d'autres choses cette saison. On a eu l'occasion de tester surtout cette année, la saison dernière. This game contains absolutely no triggering materials, qui est un débat en fait qui est un jeu de discussion autour de certaines formes de techniques de sécurité émotionnelle. En même temps qu'un jeu, tu vois, c'est un article théorique en fait. C'est ça qui est fort avec. C'est une démonstration de quelque chose qui n'est pas possible. Je sais pas, je vous ai entendu en parler, donc c'est juste du second. Voilà, il essaye de montrer que parfois taire des. Enfin, alors je sais pas exactement si c'est ce qu'il a derrière la tête, mais en y jouant, nous, la sensation qu'on a eue, c'est que en taisant certaines problématiques, on peut en fait les rendre d'autant plus saillantes et d'autant plus graves. En les passant sous silence. Les passant sous silence, c'est ça. On peut faire de chacun d'entre nous des bystanders qui restent là à savoir qu'il se passe des choses graves, mais qui ne font rien pour l'en empêcher, ou etc. Et donc... Ça fait penser au secret de famille, des choses non dites qui laissent une empreinte quand même parce qu'elles sont consciencieusement évitées. C'est complètement ça. Donc voilà. Donc pas de nouvelles. Pas trop de nouvelles sur les news. Je vais pas en avoir beaucoup. Par contre, ce que je peux te parler un peu non pas sur la convention, mais sur les pratiques. Alors ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent de façon très classique à Donjon, qui se font plaisir à faire du traditionnel avec des plateaux, des figurines et tout ça. C'est toujours très très vivace et ça fait partie un peu de la panoplie habituelle. On va dire que tout le monde est capable de faire ça parce que c'est un peu la norme. Mais j'ai amené des jeux un petit peu plus indépendants, les sortir de la convention, les amener en club, les sortir les faire tourner un peu partout. J'ai amené des jeux français aussi pour faire tester. J'ai fait pas mal de prosélytisme pour voir comment ça prenait. Ouais. Et je me suis rendu compte que il y a des gens très curieux en fait, qui sont prêts à jouer à n'importe quel prix. C'est pas grave. Ils n'ont pas une attente particulière d'un jeu. Comment est un jeu? Ils sont prêts à essayer à peu près tout. Et je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des joueurs comme ça à ma portée. Tu sens pas de résistance en fait du jeu de rôle traditionnel par rapport à... Non, pas trop. J'ai vu des gens qui étaient très intéressants. Par exemple, un collègue qui avait une approche OSR, parce que lui, il a joué à Donjon, la première édition, quand il était gamin. Ouais. Et le reste, il s'en fout un peu. Et donc, en fait, il nous a dit, si vous voulez, je vous fais la totale. Et il nous a fait jouer pendant peut-être une
presque 2 ans, des scénarios originaux de Donjons et Dragons première, avec toute la façon de jouer qui était la façon de jouer de l'OSR, avec de l'improvisation, de sortir de la carte. De toute façon, t'as pas assez de points de vie, tu vas pas gagner, donc il faut que tu sois. C'est pas en jetant les dés que tu vas gagner. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des façons de jouer assez incroyables qui étaient latentes, qui étaient là. J'ai vu des gens qui sont par contre d'autres personnes qui sont très très casaniers, qui aiment les règles et qui sont absolument pas à l'aise quand il y a des choses qui sont pas prédéfinies à l'avance, quand les règles sont pas claires, quand il n'y a pas des listes de sorts, des choses comme ça. D'accord, oui. J'allais demander. C'est des types de joueurs, je dirais, des types de pratiques. Depuis la France, moi j'avais l'impression que la grande dualité, je sais pas comment dire, les deux grandes écoles aujourd'hui aux États-Unis, c'était ça, quoi. C'était l'école OSR d'un côté et les post-forgiens de l'autre, quoi. Est-ce que j'ai raison Je dirais qu'il y en a une troisième. Il y a les tactiques, les simulationnistes qui sont intéressés par simulationnistes au sens de la simulation. Simulation tactique, en fait, simulation du monde. Ils sont restés dans le wargame et compagnie un petit peu. Qui en sont plus héritiers justement de cette partie du jeu de rôle là. Donc tu dirais l'OSR d'un côté, donc les gens qui était un peu ce qu'ils appelaient le homebrew, c'est tu fais tes règles toi-même, tu dois t'adapter. Le maître du jeu, les joueurs sont dans une sorte de jeu d'échecs où ils sont en train de construire quelque chose tout ensemble, mais avec des règles pas très claires en fait. Sur une base de règles incomplètes où ils sont obligés de gérer. Les tactiques qui, au contraire, aimeraient bien avoir quelque chose de plus défini possible pour être capable de calculer toutes les probabilités et faire des choix tactiques. Et les autres, donc ce que tu dirais les indépendants, moi je dirais c'est ceux qui aiment bien ressentir. Ils sont les post-forgiens, moi je disais, mais bon, j'ai tort parce que encore une fois, je suis un obsédé de The Forge. C'est le Grumpf qui me disait ça. Il disait, non mais toi, de toute façon, il semblerait que tout vienne de The Forge pour toi. Donc, non mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, les gens qui ont hérité de l'explosion de l'explosion en fait de la forme traditionnelle du jeu de rôle, quoi. Qui aiment des choses un peu plus communes où tout le monde participe et dans laquelle c'est beaucoup plus facile d'avoir un jeu improvisé ou un jeu qui va être organique. C'est ce que tu appelles pour toi c'est ton Maelstrom, c'est le jeu organique en fait. Le Maelstrom, attention. Ah bah non, parce que le Maelstrom ça regroupe ces trois trucs là. Parce que le tactique, ça veut dire qu'en fait, le Maelstrom, il dit que le cœur du jeu de rôle, de la pratique du jeu de rôle, c'est d'énoncer des propositions, plus exactement, on va aller dans l'ordre, de réfléchir à des propositions, de les énoncer, d'attendre qu'elles soient validées ou invalidées tacitement ou non, pour qu'elles, ensuite, une fois qu'elles sont validées, forment ce que j'appelle le contenu fictionnel malléable. Or ça, si on prend tes trois exemplifications de jeux de rôle, c'est un peu partout. C'est présent dans les trois. Sauf que, en fait, à chaque fois, dans le tactique, ce qui va compter, en fait, ce qui va changer, c'est la nature de la proposition qu'on effectue. C'est-à-dire, on travaille, c'est pas les mêmes plus stratégique, ouais. Ça veut dire des règles. On va proposer des règles ou des dimensions, voilà. des paramètres. Le tactique, c'est on fait des propositions en vue d'améliorer son skill, ses capacités de jeu, etc. Si je te comprends bien. Hein. L'OSR, honnêtement, je suis pas qualifié pour en parler. Je en parle très très mal, donc parfois je préfère autant me taire. J'ai la sensation qu'on fait des propositions dans un sens historique, c'est-à-dire on veut jouer comme on jouait du temps de la première édition de Donjons et Dragons. C'est plutôt jouer dans un cadre où tout n'est pas défini. Il y a des règles, mais on sait que c'est à nous de décider, en fait. C'est pas le bouquin qui va définir comment on applique la règle, c'est la table collectivement, ou le maître du jeu qui va avoir le dernier mot pour se dire donc, on va le jouer comme ça. Donc le choix de la proposition s'effectue non pas sur la base la validation de la proposition va se faire par la table par la elle-même. Table elle-même, par la cohérence en fait de la proposition à un moment donné, etc. Je me demande si moi je suis pas un joueur d'OSR qui s'ignore, mais j'en suis pas certain. Il faudrait des spécialistes pour en juger, mais
J'ai l'impression parfois. La dernière, celle que j'appelle organique, pour moi, c'est plutôt la collaboration, le fait qu'on essaye de faire surgir des choses de nulle part, qu'on soit pas trop contraint par des règles et qu'on soit capable ou qu'on veut que les règles produisent quelque chose. C'est la création, j'ai l'impression. C'est une sorte de... Pour moi, la dernière, elle fait exploser, en fait, si tu veux, les deux premières qu'on a citées s'attaquent à des formes de propositions particulières. La dernière s'attaque à la façon dont celles-ci vont être validées. C'est-à-dire qui valide. C'est ça qu'on appelle l'explosion de l'autorité du meneur de jeu. Parce que dans le jeu de rôle traditionnel, c'est le meneur de jeu qui, en dernière analyse, valide en fait on va dire à une grande part d'importance dans la validation des propositions pour l'engendrer de contenu fictionnel. Alors que dans ce type de jeu, tout le monde a la charge de la validation, tout le monde peut invalider, c'est beaucoup plus anarchique, l'autorité est beaucoup plus répartie, tu vois ça. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est du Maelstrom, dans tous les cas. Moi, quand j'écris le Maelstrom, je veux parler de tout le monde. Je n'ai pas l'intention de décrire... Après, évidemment, je décris ma propre pratique du jeu de rôle, tu vois. Je décris le jeu de rôle tel que je l'ai trouvé, bien sûr, bien sûr. Je prétends pas que ma théorie s'applique à toutes les parties de jeu de rôle possible et imaginable, c'est absolument impossible. Dans 3000 ans, on sait même pas comment on fera du jeu de rôle, tu vois, et sur quelle plateforme, etc. Donc le Maelstrom s'appliquera peut-être plus. À ce moment-là, on sera peut-être lié par des casques, on n'aura même plus besoin de valider les propositions, on baignera tous dans nos propositions, j'en sais rien, tu vois. Qui sait, quoi. Donc évidemment, le Maelstrom, c'est à un moment donné, mais j'avais envie de faire une théorie un peu englobante. Mais tu avais envie de mettre un nom dessus, en fait. C'était aussi... de décrire une pratique, ouais. Ouais, mais oui, effectivement, de mettre des mots là où il y en avait, où il n'y en avait pas. De mettre d'autres mots, quoi. Puis là, je me rends compte aussi que c'est le terme système en ce moment qui pose problème. Il y a encore tout un travail à faire autour de ça. Voilà. Ok, alors, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de débats là-dessus en ce moment, en fait. Il n'y a pas de... parmi les auteurs ou autres, je pense pas que ça soit il y a pas de bataille en fait pour la définition. Non, je crois pas. Tout le monde a bien compris que c'est casse-gueule de donner une définition parce que c'est arrêté. En tout cas en France, c'est clair, donner une définition du jeu de rôle, c'est casse-gueule parce que c'est arrêter à un moment donné en fait la discipline alors que ce sont les jeux qui doivent redéfinir à chaque fois. Tu vois, un média, il est sans cesse redéfini par les œuvres qu'il compose. Et donc, en fait, la définition d'un média dépend des œuvres qui s'inscrivent dans ce média-là. Et donc, du coup, faire une définition est vaine parce qu'il faudrait que la définition soit surplombante et qu'elle dise « Ceci est une œuvre qui fait partie du monde du jeu de rôle, ceci est une œuvre qui ne fait pas partie du monde du jeu de rôle. » Et c'est ça qui pose problème quand on cherche à faire une définition, c'est qu'on a l'impression qu'on dit « Ça, c'est du jeu de rôle, ce n'est pas du jeu de rôle. » Et donc, du coup, ça pose problème. Alors qu'en fait, en réalité, n'importe qui a le droit d'arriver avec une œuvre qui, d'apparence, ne semble pas faire partie de ce média-là et de l'inscrire de fait dans le jeu de rôle. Un peu comme Magritte, qui dit, bah voilà, ceci n'est pas une pipe, je sais plus, non, c'est plutôt Duchamp, pardon, qui va introduire un urinoir dans un musée en disant, ceci est une œuvre d'art. Et de fait, l'urinoir de Duchamp devient une œuvre et porte un message. Donc, c'est ça le problème de la définition. On ne peut pas surplomber comme ça et dire ce qui n'en est pas, ce qui en est. Chaque auteur doit réinventer le média. Okay. C'est pour ça que voilà. Donc, merci d'être venu, Yann, nous faire un petit état des lieux aux États-Unis. Je suis pas trop surpris. Mon bilan par rapport à ça, c'est je m'attendais à ce qu'on se plante complètement, qu'on soit dans un autre monde. J'ai la sensation qu'en fait, en francophonie aux États-Unis, on est malgré tout un petit peu quand même dans les mêmes périodes de temps, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense pas qu'il y ait un gros lag entre les deux. Non, hein, c'est... Là, tu vois, tu parles de la Big Bad Con. J'ai l'impression que vous avez un petit peu d'avance. Ça fait combien de temps ça existe, la Big Bad Con, maintenant ? Ça doit faire 6-7 ans maintenant. Ouais. Alors que la Queervention date de 3 ans, 2 ans. Ouais, mais c'est pas... On est un peu en retard. Bah, si on veut, c'est pareil. C'est pas un concours de vitesse, bien sûr. Hein. Mais j'ai l'impression que
pratique s'uniformise petit à petit. C'est pas une question. C'est pas aussi lent maintenant d'avoir quelque chose qui traverse l'océan. Il y a plus de gens qui lisent en anglais. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens en anglais qui lisent le français. Ah, mais ça, c'est à cause de nous. On a une langue à la con aussi. On a une langue qui est genrée. On a une langue où les mots féminins terminent pas. Enfin, on a une langue qui est pas du tout adaptée aux problématiques du 21e siècle, tu vois. Puis en plus, c'est compliqué. Tout le monde dit que c'est très compliqué à apprendre, le français. Alors, j'essaie de faire ça de temps en temps. Quand dans les clubs ou à la Bitbacon, souvent j'amène un jeu en disant tiens, je vais faire jouer ça. Et j'ai ramené des jeux français de temps en temps en disant on peut pas vous demander de le lire, c'est pas possible. Donc tout ce que je vais faire, je vais vous traduire une feuille de perso. Et puis on va essayer de vous donner l'expérience de ce que c'est en quelques heures. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois, ça me donne beaucoup de boulot parce qu'il faut traduire les machins, il faut des fois changer un peu les mécanismes, il faut donner un contexte, mais il y a toujours des gens intéressés pour essayer. Des gens qui sont venus jouer à Mordiou, ils ont trouvé ça super chouette. J'ai pu faire jouer du dragon de poche à des gens qui étaient très contents de faire du dragon de poche, c'était léger, c'était content, ça marchait bien. C'est aussi le moment de dire que tu travailles pour Fabien Ilvain en ce moment sur les tests de Sphinx. Je fais une relecture en coup de main. Tu n'as pas fait des playtests de Sphinx aux États-Unis? Non, j'ai pas eu l'occasion encore, mais je ferai peut-être. Donc tu travailles comme on rappelle que Fabien a l'intention de faire traduire donc le jeu Sphinx en anglais. Est-ce qu'il l'a annoncé Je crois que ça a été annoncé sur son Facebook au moins, ouais. Mais c'est vrai que ça se trouve, on est en train de... Tu veux dire que ça se trouve, je sais pas si on a le droit de révéler. Aïe. Bon, je lui demanderai avant la diffusion de ce podcast. Mais donc voilà, que le jeu va être peut-être un jour disponible en anglais. Et donc tu fais partie des relecteurs. Pour les États-Unis. Il y a beaucoup de jeux qui foisonnent en anglais. Donc c'est difficile de sortir de la masse. En ligne, ou si c'est sur Lulu ou Draft2, c'est difficile d'être visible. Vivien fait son à essayer et il s'est cassé les dents. Donc je pense pas qu'il y aura on peut pas s'attendre à un succès incroyable, mais il va y avoir des gens curieux qui vont essayer. Parce qu'il y a plein de gens curieux. Il y a en question de volume, il y a des gens qui veulent essayer des trucs. Bah oui, ouais, bien sûr. Et donc on parlait du français, alors voilà, ce que je voulais te dire, c'est en conclusion de ce podcast, j'ai pas la sensation qu'il y ait des grandes différences entre les grandes tendances. Non, on a les mêmes en France et aux États-Unis, avec quelques années de différence. Il y a peut-être une notion qui est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont produits en anglais, qu'on retrouve en français après, traduits par des grosses pompes, par des maisons d'édition. Donc on a une normalisation du jeu à cause de ça. Mais il y a énormément de production en France, énormément de choses qui ont été faites, même pour des gammes normales, qui ont été complètement refaites pour la France. Il y a une irréductible français, ils aiment bien mettre leur grain de sel là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que si on prend les tendances, par exemple, par exemple l'inclusivité, tout simplement, c'est grande thématique. Ça, c'est une tendance de la société. C'est une tendance de la société. En fait, c'est pas surprenant qu'elle commence à transcrire dans. T'es sûr de ça que c'est une tendance de la société? C'est une. Oui, d'accord. Mais j'ai surtout l'impression que c'est une tendance qui occupe vraiment beaucoup de jeux de rôle. Et justement, tu vois, moi, souvent on dit oui, jeux de rôle, c'est des mecs, des filles, des personnes qui ont le cul vissé sur des chaises autour d'une table, et puis qui foutent rien en fait pour la politique et tout ça. Il y a des gens qui pensent que le jeu de rôle, en fait, l'implication du jeu de rôle est limitée politiquement. Mais moi, je suis désolé, mais je trouve que le jeu de rôle est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, et quand la société progresse, change dans un sens, je trouve que le jeu de rôle y est beaucoup plus réactif. Et donc parce que justement, on travaille sur le contrat social dans le milieu du jeu de rôle. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont activistes et qui sont aussi rôlistes. Il n'y a pas de problème d'être les deux. Énormément aussi. Est-ce qu'il y a... Ouais, remarque, tu me diras, dans le jeu vidéo, ils sont traversés par ces... Ouais, je dis de la merde, en fait. Le jeu de rôle n'est pas plus traversé que d'autres médias, en fait. Non, il est touché comme tout le monde. C'est juste que c'est une communauté plus petite, donc on voit mieux, on voit peut-être un peu plus quand ça apparaît. Ouais, tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'il y a des tensions aussi comme ça chez vous chez vous T'as la double nationalité? Non, pas du tout, non. Non, je suis français. Non, t'es français quand même. Ouais, je peux pas dire chez vous, alors.
Alors, dit aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a cette espèce de tension entre les comment dire, ouais, est-ce qu'il y a des anti-inclusivité? Tu vois, des gens, par exemple, nous en France, il y a des gens qui disent oui, le vocabulaire. Des réactions, des gens qui vont réagir à voilà, nerf. C'est ça, il y a des réactionnaires aussi chez vous. Ça passe, ils se font assez. Et je suis sûr qu'il y en a. Hein, je suis sûr qu'il y a des joueurs de jeux de rôle qui sont des gros cons ou qui sont white suprémacistes. Je suis sûr qu'il y en a. Ouais. Par contre, ils n'ont pas forcément voix au chapitre quand ils s'expriment. Ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs affaires récemment où des gens se sont fait mis à banc de la communauté parce qu'ils avaient fait des trucs dégueulasses. Donc je pense qu'il y a plus... en général dans la société maintenant, à cause de la réputation qui te suit sur les réseaux sociaux, les gens font beaucoup plus gaffe et dès qu'il y a une boulette, ils n'attendent pas 2 secondes avant de faire une déclaration qu'ils ne bosseront plus avec telle ou telle personne ou que je sais pas ça a dépassé les limites, quoi. J'ai la sensation que les États-Unis vont plus vite sur ces questions d'inclusivité. Par exemple, j'étais vachement surpris de voir qu'un gros truc comme Magic, Wizard of the Coast et compagnie, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'ils sont passés au Z à la place de his ou her. Tu vois, ils utilisent maintenant le neutre. Ils ont du neutre, ouais. Ce qui est quand même énorme, quoi. Tu vois, aujourd'hui, en France, les grosses boîtes d'édition, donc je pense à Black Book, je pense à même, tu vois, JDR Mag, par exemple des magazines comme JDR Mag et tout, n'emploient pas. On continue à parler de joueurs, par exemple, et les premiers, par exemple Lapin Marteau qui avait fait la collection où ils avaient appelé le meneur, la meneuse et les joueurs, ou les joueuses et le meneur, je crois. C'était peut-être les joueuses. C'était les joueuses. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux. Donc c'est compliqué, mais tu vois, ils ont soulevé un tollé en fait. Ça a été très compliqué à faire passer. Ça passe pas avec tout le monde et ça passe pas dans tous les médias ou dans tous les cercles. Mais le fait que ça soit essayé, c'est important. Ça va être difficile d'avoir un consensus. De toute façon, non, c'est clair, ça va être un peu. En France, c'est pas possible parce que c'est tellement clivant. Tu vois, soit tu dis joueur, soit tu dis joueur. Quoi. Tu peux pas dire joueur. Enfin, tu vois, il y a pas de. J'ai l'impression qu'en anglais, c'est plus malléable, quoi. On peut... Non, pas tellement. Il y a un autre qui est construit dans le langage, donc on peut l'utiliser. Mais bon. Pour parler des LGBT, c'est. Ou them, qui est du pluriel qu'on utilise au singulier. Voilà. Ouais. Oui, il y a des options, mais. Je pense pas que tout le monde va l'utiliser naturellement. Il n'y a pas d'auteurs de journaux, il n'y a pas beaucoup de. Si on imagine, on sort du jeu de rôle. Dans la littérature, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent du neutre? Pour l'instant, pas tant que ça. C'est pas une chose. Dans les journaux, on utilise ça. Non, toujours pas. Ça va. Va falloir que ça commence quelque part, quoi. La presse internet, si tu prends Mediapart, Arrêt sur Image, la presse indépendante, internet et compagnie. Maintenant, les textes, ils sont... Ouais, si, les textes sont en mode écriture inclusive. Par exemple, les EES et E.E.S. Tu vois, des trucs comme ça. Okay. Ça fait de plus en plus de conventions à utiliser. Oui, c'est de plus en plus difficile, ceci dit. Bon, merci pour cet état des lieux. J'espère qu'tu as pu dire tout ce que tu avais envie de dire dans les micros de la cellule, qu'on n'a rien oublié, c'est bon? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Je mettrai des noms, je t'enverrai des liens si les gens sont intéressés pour voir les choses dont je parlais. Ouais. Très intéressant, cette Big Bad Con. C'est évident à dire en français. Ouais. C'est le grand méchant loup, en fait. C'est ça l'idée de départ. D'accord, ok. Très bien, ouais. Ok. Donc c'est un espèce d'exemple peut-être. En tout cas. C'est un exemple qui a bien marché. C'est un exemple de quelque chose qui a bien marché et qui fleurit et qui. Et de voir aussi comment le crowdfunding vous permet en fait de négocier des choses qui font tu vois, le système est important, qui font qu'à un moment donné, vous pouvez inviter des gens, avoir des prix, être plus inclusif. Ça peut être un moyen, si vous arrivez à avoir une communauté qui supporte et qui se sent supportée, vous pouvez lui faire appel, en fait.
Et ça s'auto-entretient. Merci beaucoup pour ton témoignage, Yann. À très bientôt. Bonne soirée. Porte-toi bien, portez-vous bien et surtout, jouez bien. C'est ça. Post-générique. Bon. Tu connais bien le monde du jeu de rôle américain. Est-ce que tu vois et tu connais bien la cellule, donc tu sais ce qu'on a testé, ce qu'on n'a pas testé. Est-ce que tu as des conseils de jeux? Est-ce que tu nous conseilles certains jeux? Est-ce que tu as des jeux à nous faire tester? Est-ce que tu nous conseillerais de tester certains jeux? Alors, arrivé à poser ma question. Hein. Ouais, alors des petits coups de cœur ou des choses que vous devriez essayer. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire? Alors, avant toute chose, vraiment le plus important, le plus incroyable que j'ai vu dans ces dernières années, c'est Night Witches. Donc, le jeu dans lequel tu joues des pilotes russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Je sais que les gens en ont parlé à la cellule, mais je vous conseille juste, allez-y, fermez les yeux, allez-y, jouez. Alors, je crois que Jérôme S. l'a lu, qu'il a trouvé ça vraiment intéressant, et je crois qu'il compte nous le faire jouer cette saison. Donc, je l'ai fait jouer dans les cartons. Je l'ai joué en convention une fois. Je l'ai fait jouer en campagne et je l'ai fait jouer l'année dernière en convention, encore au Big Bad Con, au Game on Demand. Et les gens sont venus me demander à jouer à Night Witches. Et je leur ai fait jouer. 2 heures après, un autre groupe arrive faire. Vous voudrez jouer à quoi? À Night Witches. Ah ouais. Encore. Et en fait, ça n'arrêtait pas. Donc du coup, j'ai pas pu faire jouer les gens à Démiurge. C'était mon envie, c'était de faire jouer les gens à Démiurge pendant la convention, mais ils voulaient tout jouer à Night Witches, donc on a fait du Night Witches. Donc la prochaine fois peut-être. Mais allez-y, c'est que du bon. C'est que du bon. Ok. Je sais que vous avez fait les campagnes de Cthulhu, 7e, et je viens de finir une campagne de Cthulhu en utilisant les règles de Trail of Cthulhu, qui est la version Gumshoe. Et on a fait une campagne avec ça. Faites un petit scénario juste pour voir. Ça a évacué beaucoup des problèmes techniques de Cthulhu. Ça n'a pas tout réglé, bien sûr, mais la façon dont on récupère des indices, la façon dont on est bon dans ses talents, change complètement l'approche des investigateurs. Trail of Cthulhu, c'est la version 7e cercle en fait de Cthulhu. C'est la version non, ça n'a rien à voir avec Chaosium. Attends, parce que moi j'ai celle-là. Attends, rapidement. Je vais juste la montrer. C'est exactement celle-là. Cthulhu, celle qui s'appelle Cthulhu en français. Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc c'est ça, c'est bien la version de 7e cercle. Et donc on m'avait dit qu'elle était plus pulp, plus aventure. Tu as des modes de jeu pulp, mais la grosse différence, c'est que tu as 2 types de talents. Tu as des talents d'investigation dans lesquels tu as des points que tu peux dépenser pour avoir des succès automatiques. C'est-à-dire que quand tu es psychologue et que tu veux savoir si le gars te ment, tu dépenses ton point de talent là-dedans et tu le sais. Mais attends, elle a été éditée par 7e cercle, mais c'est un Trail of Cthulhu est un jeu américain en fait de Kenneth Haidt, de Robin DeLoz. Ouais, et c'est basé sur les règles de Gumshoe. Ah, d'accord. Ok, bah tu vois, vraiment la preuve que je suis pas un bon historien du jeu de rôle, je ne savais pas que c'était une traduction. Je croyais que c'était vraiment un jeu qui avait été créé par Neko et Florent. Et ben tu vois, ok, c'est une traduction en fait. Et alors attends, si ça se trouve, c'est même pas le 7e cercle qu'il a édité, je me suis complètement planté. C'est quoi le nom? Si, 7e cercle. C'est bien eux qui l'ont traduit. Des systèmes Gumshoe, etc. Ah bah c'est génial. Et la prochaine fois que tu fais du Cthulhu, essaye ça. Bah donc en plus on l'a à la maison, c'est formidable. Ça change du tout au tout. Hein. Les investigateurs sont plus des logs qui savent pas rien faire. Au contraire, ils sont très bons à faire ce qu'ils font, mais ils vont pas être très bons très longtemps. C'est-à-dire que la première fois, tu te la pètes, et à la fin du scénario, tu n'as plus beaucoup de points, tu fais « Ah, là, ça commence à chier ». Et là, tu commences à flipper pour ton perso, de la même façon que ton investigateur se rend compte qu'il n'a plus de points et que il va pas se la péter jusqu'au bout. Okay. Donc ça marche bien, l'émulation marche bien. Ok, c'est cool. Tu me l'as vendu, là. Et vraiment, dernière chose, si vous n'avez pas encore fait du Blades in the Dark, allez-y, juste pour les mécanismes. Les mécanismes sont juste extrêmement élégant. D'accord. C'est pour faire du heist, enfin des films pas d'espionnage, mais des jeux où tu fais des investigations, pas des infiltrations. Voilà, c'est ça, du vol, des choses comme ça.
Du braquage. Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui m'en a parlé. Je me demande si c'est pas un truc qui a été prévu pour cette saison-ci. Eh ben, amusez-vous bien, c'est rigolo. Ouais. Toutes les règles sont sur une page. Enfin, tout tient sur le perso et ça ajoute pas mal de. Comment dire, ça retourne un petit peu la façon dont on résout les actions et c'est très élégant. Ok. Tu sais ce que j'aimerais bien, mais alors je sais pas si tu vas accepter, mais est-ce que tu pourrais être en quelque sorte notre correspondant américain ? Est-ce que par exemple on pourrait s'organiser de temps en temps si on a, tu vois, est-ce que tu sais si tu pourrais être disponible de temps en temps pour enregistrer des podcasts avec nous via Skype ou par téléphone ou par, tu vois ? Alors, c'est pas un peu contraire à votre habitude qui est d'avoir les gens en direct dans les micros ? Oui, mais alors ça dépend. Par exemple, tu vois, là, on a lancé une nouvelle émission avec Jérôme la saison dernière qui s'appelle Shitstorm. C'est cohérent qu'il soit par téléphone avec moi parce que on prend des nouvelles d'Internet. Et donc, du coup, il y a un côté, la modalité correspond au truc. Si t'es notre correspondant américain, tu vois... Dans les grandes émissions de télé, tu vois, il y a toujours le correspondant. Et en duplex depuis San Francisco, Yann Carian, ça va ? Là, blanc. Et là, tu nous réponds. Tu vois, parce que l'histoire... Est-ce que ça... Oui, si, c'est un peu... Ah oui, c'est contradictoire, mais... Bon, d'abord, tu serais pas toujours dans les podcasts. Hein. On n'aurait pas toujours besoin du grand frère américain. Mais voilà, ça pourrait être sympa, non ? T'avais noté 4 jeux, tu m'en as dit 3. Oui, je te dirai le dernier après. Mais pour le live... Petit coquin, d'accord, très bien. Le live, pourquoi pas, mais en petite dose, parce que c'est pas très pratique d'être à distance. D'accord, ok. Bon, écoute, on verra. Mais c'est quoi les décalages horaires par rapport à San Francisco et la France ? Ça va être entre 7 et 9 heures, donc ça veut fait dire un que peu... si on veut enregistrer avec toi, il faut qu'on enregistre, genre... Fin de journée, c'est le matin pour moi. Fin de journée ici, c'est la matinée. On prend au petit-déj, quoi. Nickel, quoi. Entre 2 paquets de cornflakes... Je faisais du Monster Heart avec des potes de Paris, et c'était le dimanche matin, et pour eux, c'était le dimanche soir. Bon, on n'a pas tenu très longtemps parce que c'est difficile. Hein. C'est difficile de faire du jeu à distance. Ouais. Non, du jeu de rôle à distance, c'est super dur. Ok, très bien. Est-ce que c'est une tendance aussi que vous observez aux États-Unis, en tout cas, le jeu de rôle virtuel, le jeu de rôle sur table virtuelle ? Ça existe. Il y a beaucoup de gens qui font que ça. Mais personnellement, je trouve que c'est pas aussi rigolo. Enfin, si tu as l'occasion de voir les gens en personne, c'est vachement mieux quand même. D'accord, ouais. Ça reste quelque chose que l'on pratique par défaut, quoi. Alors j'ai un 4e jeu dans ma liste là, mais je sais pas si vous y jouez. Vous jouez à Donjon ? Ben moi non, mais vous avez des gens qui font des amateurs, ouais. Énormément. Ben faites un peu de Donjon 5, peut-être que ça peut être rigolo de voir qu'est-ce que la cellule pense de Donjon, la façon dont il est maintenant, quoi. Ouais, non, c'est pas faux. Ouais, et ça. Ouais, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. On se lancerait peut-être ce défi-là. Je ne sais pas qui sera compétent pour nous maîtriser ça. Peut-être Vivien Féasson, peut-être LG, je sais pas. Faudra voir. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui connaisse bien l'histoire de Donjon, parce que dès qu'on parle de Donjon, si tu fais la moindre faute historique, comme moi j'ai l'habitude d'en faire par rapport au jeu de rôle et tout, souvent j'ai des imprécisions et tout, je m'en veux souvent après, mais c'est vrai que ça m'arrive de pas être très précis. Et si tu fais la moindre faute sur l'histoire du jeu de rôle, là, sur ce géant-là, tu te fais défoncer dans les commentaires, après tu te prends des... Il faut vraiment quelqu'un qui s'y connaît bien, quoi. Donc je sais pas, il faut trouver quelqu'un de compétent. Merci encore une fois, Yann, et à très bientôt.